Bonsoir à tous. On vient d'apprendre la mort de Chantal Sébir. Vous savez, cette patiente qui était atteinte d'un mal incurable, qui avait demandé le droit de mourir dans la dignité, demande d'euthanasie qui avait été rejetée par la justice. On a appris sa mort il y a quelques minutes. Et nous aurons la réaction sur ce plateau de Jean-Claude Amezen, qui est membre du comité national d'éthique et justement qui réagira à cette mort et qui parlera de l'euthanasie et des propositions qu'il fait sur l'exception et dans les cas extrêmes. Ce sera dans quelques minutes. On parlera politique également avec le PS qui savoure sa victoire, c'est bien normal, mais qui est déjà plongé dans l'avenir et dans son congrès qui aura lieu en novembre prochain pour élire le nouveau premier secrétaire du Parti Socialiste. Ils sont nombreux sur la ligne de départ et un front anti-Ségolène Royal semble se dessiner. On en parlera avec Denis Jambard et avec David Revaud-Dallon de Libération. L'économie, on l'oublie pas, c'est dans quelques minutes. On va commencer par ça avec Jean-Louis Gombault qui nous parlera du président Nini, notre président de la République, qui a affirmé ni ralentissement des réformes, ni plan de rigueur. Il nous expliquera ça. Tout de suite, le journal. Saveria Rojek, bonne soirée. Bonsoir. D'abord, cette nouvelle que nous venons d'apprendre, la mort de Chantal Sébir. Son corps a été retrouvé à son domicile de Plombières-les-Dijon. Les circonstances de son décès ne sont pas connues pour le moment. Cette femme de 52 ans souffrait d'une tumeur incurable et avait sollicité le droit de recourir à l'euthanasie. Une demande rejetée par la justice. Pierre Sled reviendra sur cette information et sur l'ensemble du dossier de l'euthanasie après ce journal. Créer un conseil des collectivités territoriales de gauche pour faire front au gouvernement. C'est l'idée avancée ce soir chez nos confrères de LCP France Info par le député socialiste Henri Emmanuelli. La réaction a été immédiate à droite. Sur notre antenne, le ministre du Budget, Éric Woerth, s'est dit scandalisé. On l'écoute. C'est scandaleux. Ça ressemble, vous voyez, c'est un appel au coup d'État, finalement. Hein. C'est bien ça, parce qu'on dit il y a d'autres pouvoirs. Non, le pouvoir légitime. Le pouvoir légitime, c'est le pouvoir issu du suffrage universel. Il y a un président de la République, c'est la légitimité nationale. Il y a une majorité. Je n'ai pas entrevu lundi qu'elle ait changé. Donc il y a bien des députés et des sénateurs qui forment cette majorité qui, dans le cadre de la Constitution, crée les lois de la République. Alors c'est bien cela dont il s'agit. Par contre, il y a des mairies, il y a des conseils généraux et des conseils régionaux qui doivent faire leur travail de mairie, de conseils généraux et de conseils régionaux. Il faut dire qu'après sa large victoire dimanche, la gauche va gérer un grand nombre de collectivités locales et donc une part importante du budget de l'État. Alors doit-on s'attendre à une nouvelle cohabitation territoriale? Les explications de Thomas Raguet. Région, département, ville, chaque collectivité gère certaines dépenses qui relèvent de ses compétences et peut agir sur certains leviers comme par exemple le logement ou le financement des PME. Il y a des comportements différents de la part des élus vis-à-vis des entreprises par rapport à telle ou telle option politique. Par exemple, on a vu des régions refuser de financer, en tout cas ou de confier même des marchés publics à des entreprises qui avaient mis en place des CPE. Les choix peuvent donc différer d'une majorité à l'autre, mais à droite, on ne souhaite pas y voir une sorte de cohabitation déguisée entre l'État et les collectivités territoriales. On ne peut pas dire qu'on réforme l'État en continuant à opposer l'État et les collectivités territoriales. C'est l'ensemble des administrations publiques, qu'elles soient locales ou nationales, qui constituent la sphère publique. Et c'est cette sphère publique que nous devons globalement moderniser, réformer, pour qu'elle soit compétitive et qu'ainsi puisse baisser les prélèvements obligatoires. Mais les experts sont clairs en termes de gestion des deniers publics. Ce n'est pas le fait d'être de droite ou de gauche qui distingue les bons et les mauvais élèves. Sachez encore qu'Éric Woerth affirme que le budget 2008 serait assez peu impacté par la crise financière mondiale. C'était ce matin le premier conseil des ministres du gouvernement remanié. Ni ralentissement des réformes, ni plan de rigueur. Nicolas Sarkozy a fixé la feuille de route. Le chef de l'État entend poursuivre les réformes. Seule réponse possible aux attentes des Français. Henri Bouvier et Madeleine Pradel. L'Élysée avait prévenu, le gouvernement ne changera pas de cap. D'où un remaniement qui ressemble à un aménagement technique avec l'arrivée de la garde rapprochée du président. Comme par exemple Nadine Morano, hier encore porte-parole de l'UMP, elle est devenue secrétaire d'État à la famille.
Comment s'est passé ce premier Conseil des ministres? Bonjour. Bien écoutez, c'était un grand moment à la fois d'émotion et en même temps de travail, de solennité et d'engagement au service des Français. Donc nous allons maintenir notre cap et voilà, c'est un moment émouvant mais à la fois beaucoup de détermination. Parmi les fidèles, Hubert Falco, brillamment élu à Toulon, fait son entrée au gouvernement. Également Alain Joyandet, nommé à la francophonie. Mais encore Yves Gégaud, qui devient secrétaire d'État à l'Outre-mer en remplacement de Christian Estrosi, parti pour Nice. Dans ceux qui étaient déjà au gouvernement mais qui montent en grade, Laurent Wauquiez, désormais secrétaire d'État chargé de l'emploi, et Luc Châtel, qui occupe le poste de porte-parole du gouvernement. C'est donc lui qui a résumé la feuille de route que le président a donnée à sa nouvelle équipe. Il a indiqué qu'il n'y aurait pas de changement de cap, qu'il n'y aurait ni ralentissement des réformes, ni plan de rigueur. En résumé, pas de changement de politique. Côté socialiste, on accuse le président d'être sourd au verdict des urnes. L'adoption fonctionne mal en France. C'est le bilan d'un rapport présenté aujourd'hui au chef de l'État par Jean-Marie Colombani, l'ancien patron du journal Le Monde, lui-même père de 2 enfants adoptés, juge les chiffres inquiétants. Le nombre d'adoptions a en effet chuté de 20% en 2 ans. Tirer un certain nombre de conséquences dans notre organisation, qui aujourd'hui est une organisation complexe, difficile à comprendre. Donc on a essayé de la simplifier pour rendre plus efficace et plus rapide l'adoption internationale. Et on a essayé par ailleurs, toujours dans l'intérêt de l'enfant, d'essayer de rouvrir une voie qui s'est progressivement fermée et qui est l'adoption nationale. Jean-Marie Colombani qui sera demain soir l'invité de Bouge la France. L'affaire du SMS est close, c'est ce qu'affirme Carla Bruni-Sarkozy dans une tribune publiée ce soir par le journal Le Monde. Elle y révèle que son époux a retiré sa plainte contre le Nouvel Observateur après que le journaliste lui ait envoyé une lettre d'excuse. Éric Routhier confirme s'être excusé à titre personnel, mais il maintient sa version des faits. Fabrice Cunet. Désormais, l'affaire du SMS est close. C'est par ces mots que Carla Bruni commence sa tribune. Le journaliste s'est excusé, Nicolas Sarkozy a retiré sa plainte. Tout irait donc bien dans le meilleur des mondes si la rumeur n'avait pas pris le pas sur l'information. Merci. Alors, petite mise au point sur 3 colonnes de la première dame de France. Le problème n'est pas le respect de la vie privée, le problème n'est même pas l'existence ou non du fameux SMS. Non pour Carla Bruni, le problème se résume en quelques mots. Quand on veut être indiscret, il faut être sûr de ce qu'on raconte et de citer l'une de ses chansons. Et l'ex-mannequin s'inquiète, quel rempart reste-t-il contre l'hystérie de l'époque si les journalistes inventent? Eh bien, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, selon elle, citant Gad Elmaleh. Avant d'inviter les journalistes à relire Beaumarchais, Carla Bruni-Sarkozy termine sur ces mots: qui diable doit résister à la calomnie des journalistes, les vrais. Dominique de Villepin vendait aujourd'hui sa collection Napoléon aux enchères. L'ancien Premier ministre a décidé de tourner la page de l'empereur après lui avoir consacré plusieurs livres. 335 lots pour une valeur estimée à 400 000 €, parmi lesquels des éditions originales comme des lettres de Bonaparte, de son frère Lucien, mais aussi de Murat et de Chateaubriand. Triste anniversaire demain, 5 ans après les premiers bombardements américains sur l'Irak. Dans sa croisade contre le terrorisme, l'Amérique y a perdu 4000 soldats. 29 000 autres ont été blessés et le pays est déchiré par des attentats quotidiens entre sunnites et chiites. Je ne regrette rien, a affirmé George Bush aujourd'hui. Merci beaucoup Saveria. On revient bien sûr dans quelques minutes sur l'information qui est tombée juste avant Bouge la France sur la mort de Chantal Sébir, et je recevrai le professeur Jean-Claude Amessen qui nous parlera, qui est membre du comité national d'éthique, qui commentera évidemment ce tragique événement, et on parlera bien sûr de l'euthanasie. Mais tout de suite, c'est l'économie avec Jean-Louis Gombaud. Ni ralentissement
ralentissement des réformes, ni plan de rigueur. Le président de la République, c'est pour ça qu'on a appelé cette chronique le président Nini, a annoncé donc qu'il resterait sur les mêmes bases concernant le calendrier. C'est vrai que ça laisse sceptique l'opposition. C'est vrai qu'on peut être aussi interrogatif dans ces affirmations du président lorsqu'on voit ce qui se passe depuis quelques mois sur le plan international et notamment depuis 48 heures. Dans son esprit, à mon sens, c'est exactement le contraire que la conclusion que fait l'opposition. Je crois qu'il y a deux choses à voir. La première, elle est d'ordre politique. Vous êtes à gauche, vous êtes dans l'opposition, vous regardez ce qu'il y a eu dans les urnes et vous dites ce qu'il y a dans les urnes, c'est un rejet. Vous êtes à droite, vous êtes dans le gouvernement, vous regardez ce qu'il y a dans les urnes, vous dites ce qu'il y a dans les urnes, c'est une impatience. Et à partir du moment où vous concluez, puisque c'est eux quand même qui ont les affaires en main, qui tiennent les rênes, à partir du moment où vous concluez à une impatience, vous n'allez pas faire marche arrière, vous allez faire marche avant. Monsieur Sarkozy... Voire même passer une vitesse supplémentaire. Alors il n'a pas dit ça. Il a dit je maintiens le cap. Il n'a pas dit accélération. Il a dit poursuite des réformes, pas l'austérité, mais toujours en avant sur la question des réformes. Et puis après, il y a un deuxième aspect qui est l'aspect économique. Alors, dans son intervention au Conseil des ministres, le président de la République a dit « Nous assistons à une tempête économique mondiale ». Si vous avez effectivement cette conclusion, cette analyse de la situation économique internationale, votre idée, vous êtes capitaine du bateau, c'est « Je maintiens le cap ». Bien entendu, je ne vais pas... Et donc, à partir de là, ça le conforte, dans la mesure où vous croyez à vos réformes, ça le conforte dans l'idée qu'il faut poursuivre dans ce même chemin, adaptation, réforme de structure de l'économie française, de façon à aborder cette fameuse tempête économique mondiale. Et là, il y a deux rendez-vous tout de suite qui vont venir. La question des retraites, dans les semaines qui viennent. Déjà, M. Bertrand aujourd'hui a envoyé un message aux syndicats, faites-moi vos propositions. Et à la rentrée, il y aura la question de la réforme de la santé. Alors, faire des réformes, les développer, c'est dans l'absolu une bonne chose. Mais l'important, c'est surtout que ce soit les justes réformes, comme elle dit Ségolène Royal. Est-ce qu'on en est sûr, ça? Alors, le problème, c'est que, pour l'instant, les fruits de la fameuse réforme, on les a pas vus. La réalité, c'est celle-là. On n'a pas vu. Si vous prenez on dit, il n'y a pas eu le temps, ça va venir. Voilà. Alors, vous prenez la question du paquet fiscal. Là, vous avez plusieurs choses. Par exemple, la déduction des intérêts d'emprunt pour l'achat immobilier, les gens ne le verront qu'au mois de mai, lorsqu'ils rempliront leur feuille d'impôt. Le fait que vous puissiez investir votre ISF dans des PME, vous ne le verrez qu'au mois de juin, lorsque vous remplirez votre déclaration d'ISF. Sur la question des taxations des heures supplémentaires, il y a incontestablement eu retard à l'allumage, et les gens ont bien vu des baisses peut-être de cotisations, mais en matière de fiscalité d'IRPP, ils ne le verront également qu'au mois de mai. Donc l'idée que pour l'instant, donc dans les réformes, on n'a strictement rien vu, et l'idée c'est que pour que le fruit des réformes puisse mûrir, il faut leur donner du temps et pour que ça poursuive. Alors est-ce qu'on en est sûr? Tout dépend. Vous êtes dans le domaine de la croyance et de la crédibilité, dans l'assurance de vous-même. Si vous croyez qu'effectivement ces réformes donneront un jour quelque chose, évidemment vous les poursuivez, c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Alors je parlais du cadre international, c'est vrai que depuis 48 heures, on a traversé un gros grain boursier qui est apparemment pas fini, puisque ce soir Wall Street descendait pas mal encore. 2%. Même plus de 2%. Et donc ça s'est calmé plus ou moins. Est-ce qu'il va pas y avoir de rechute encore plus grave? Alors je crois qu'il y a là aussi, il y a deux analyses, et je ne trancherai pas entre les deux analyses. Vous avez l'analyse qu'a faite aujourd'hui le président Sarkozy, quand il parle de tempête économique mondiale. C'est quand même, je trouve, assez fort. C'est pas anodin, tempête économique mondiale. Et ça, c'est la grave crise structurelle. Et puis, vous avez l'analyse que semblent développer actuellement les autorités américaines, qui semblent dire, c'est un mauvais moment à passer. Essayons qu'il ne se passe pas de manière trop douloureuse, avec deux actions, la dernière à répétition d'ailleurs de la Banque centrale des États-Unis, qui a abaissé son taux d'intérêt à 2,25%. Les taux d'intérêt centraux aux États-Unis sont en dessous de zéro en réel par rapport à l'inflation. On est en dessous de zéro. Et puis la décision qui a été prise aujourd'hui par le gouvernement américain, qui consiste à dire les banques pourront faire du crédit hypothécaire en baissant leur coussin de sécurité de façon à réamorcer la pompe. Donc l'idée c'est réamorçons la pompe, réinjectons de la liquidité et gagnons du temps en quelque sorte. Mais si c'est la tempête économique mondiale, on n'est pas du tout dans ce scénario-là. Rattrapé par le temps. Exactement.
Merci beaucoup. On va parler maintenant de l'euthanasie et de Chantal Sébir. Je vous rappelle qu'on a appris qu'elle était, on l'avait retrouvée morte juste avant Bouge la France, il y a quelques minutes. Et Jean-Claude Amezen, qui est notre invité, va évidemment revenir sur ce décès. Oui, on avait évidemment parlé beaucoup de son cas, Chantal Sébir, cette femme de 52 ans atteinte d'une tumeur incurable. Elle avait demandé à être euthanasiée la semaine dernière. Cette demande avait été rejetée par la justice et évidemment, ce cas a relancé le débat sur l'euthanasie active en France, une pratique qui pour l'instant est interdite par la loi. Explication d'Hélène Mangiardi. Le gouvernement prône le statu quo, pourtant, il existe bien un vide législatif. La loi Leonetti, adoptée en 2005, instaure un droit au laisser mourir, ce qu'on appelle l'euthanasie passive. Mais en France, le suicide médicalement assisté n'est pas autorisé. Nous, tout ce qu'on demande, c'est qu'on ait une loi qui, évidemment, selon des conditions extrêmement précises, comme ça existe en Hollande, comme ça existe en Belgique et comme ça existe depuis tout récemment au Luxembourg, une loi qui permette soit à un médecin de vous injecter un produit selon certaines conditions, soit à un médecin de vous donner un médicament que vous prendrez vous-même le moment choisi, quand évidemment il n'y a plus d'issue. À l'heure actuelle, les patients en fin de vie peuvent être placés dans un coma artificiel, sans eau ni alimentation. Le décès survient au bout d'une dizaine de jours. Sans doute, le contenu de ces lois n'est pas suffisamment connu, n'est peut-être pas suffisamment exploité. C'est une grande avancée. Est-ce que ces lois répondent à l'ensemble des situations? Non. Certaines personnalités, comme le député Gaëtan Gors et des membres du corps médical, proposent de mettre en place une formule d'exception. Les patients, dans les cas les plus extrêmes, pourraient alors se tourner vers une haute autorité qui prendrait les décisions au cas par cas. Voilà, je reçois Jean-Claude Amezen, professeur d'immunologie, membre du Comité national d'éthique. Bonsoir. C'est vrai que vous intervenez alors qu'on vient d'apprendre la mort de Chantal Sébir. Est-ce que c'était prévisible ? Non, je crois pas. Je crois qu'on a été très nombreux à être impressionnés par son courage et sa dignité. Et donc, je crois que la fin de vie est toujours quelque chose de très douloureux et de singulier. Elle en a fait un combat, non seulement pour elle, je crois, mais pour d'autres. Et je crois que ça, quelles qu'aient été les circonstances de sa mort, ça inspire le respect. Oui, parce que pour l'instant, c'est pas encore bien évidemment les circonstances de sa mort. Est-ce que ces cas-là, on est en train de les laisser se débrouiller tout seul, quoi? On les abandonne? Bon, c'est la question justement de savoir si la loi sur la fin de vie, la loi Leonetti de 2005, qui a été un très très grand progrès, une grosse avancée, oui, bien sûr. Très très grande avancée. Ouais, et je dirais qu'il y a deux il faut rappeler qui permet l'intervention de sédatifs. Il y a d'abord eu la loi sur les soins palliatifs en 99 qui donne accès aux soins palliatifs, au soulagement de la douleur, à l'accompagnement en fin de vie. La loi Leonetti a rajouté le refus de l'obstination déraisonnable ou de l'acharnement thérapeutique, et donc la possibilité de laisser mourir quelqu'un en interrompant les traitements si cette personne ne désire pas poursuivre ces traitements avec un accompagnement, un soulagement de la douleur. Je dirais qu'il y a deux situations dramatiques qui sont liées aujourd'hui à cette loi. L'une est due à son défaut d'application. Et donc je crois que c'est extrêmement important de faire en sorte que l'accès aux soins palliatifs, à l'accompagnement en fin de vie, soit vraiment ancré dans la réalité. Et je pense qu'une des réflexions serait de penser à en faire un droit opposable. Toute une série d'études récentes, dont celle du réanimateur Édouard Ferrand, indiquait il y a peu que 50% des personnes qui meurent actuellement à l'hôpital n'ont pas accès à un soulagement de leur douleur et à un accompagnement à fin de vie. Donc ça, c'est le premier drame, c'est que cette loi qui est excellente devrait être ancré dans la réalité, que l'accès aux soins palliatifs devrait être vraiment quelque chose d'universel. La deuxième question, c'est à partir du moment où on fait tout ce qu'on peut pour accompagner, pour soulager la douleur, et que soit ça ne marche pas, il y a des cas rares, soit que les personnes refusent. Il y a deux formes de solitude. La plus tragique, c'est la solitude par abandon, et donc qui nécessite évidemment l'accompagnement de tout le monde. Et puis il peut y avoir une solitude par absence d'écoute, par détournement du regard. Et donc la question, c'est dans des situations exceptionnelles où toute l'aide qu'on peut apporter se heurte
soit à une inefficacité, soit à un refus, faut-il que le législateur envisage une procédure d'exception, non pas bien évidemment, et je crois qu'il y a une grande confusion dans la société, comme alternative à l'accompagnement en fin de vie, mais comme une espèce de constat d'échec après que tout ait été tenté et proposé. C'est une possibilité effectivement supplémentaire. La notion d'exception est quand même difficilement cernable. Qui détermine l'exception? Ça pourrait se passer comment? Alors, si vous voulez, à partir de quand rentre-t-on dans le cas d'exception? Le Comité consultatif national d'éthique, dans son avis 63 en l'an 2000, il y a 8 ans, avait proposé, soulevé cette notion d'exception dans son avis qui était fin de vie, arrêt de vie, euthanasie. Et l'idée, c'était qu'il y avait des situations dans lesquelles le suicide assisté ou d'autres formes d'euthanasie pouvaient peut-être être envisagées. Le comité l'avait soulevé comme une exception encore une fois et l'avait présenté comme, je dirais, une transgression. C'est-à-dire que le comité ne proposait pas il y a 8 ans que cela soit inscrit dans la loi comme une possibilité offerte, mais qu'un regard particulièrement humain, rétrospectif de la justice soit porté sur ces circonstances exceptionnelles. Moi je crois qu'il est beaucoup plus... Ce que vous dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de légiférer pour ça. Je pense qu'il est plus humain et plus serein si on envisage ces cas exceptionnels, d'y inscrire, en fait, de l'inscrire comme un complément ou d'envisager de l'inscrire comme un complément dans la loi et de le faire de manière prospective. Et quand vous dites comment, c'est ce qu'ont fait tous nos voisins européens qui ont soit autorisé dans des circonstances exceptionnelles l'assistance au suicide, soit ce qu'on appelle l'euthanasie active, c'est-à-dire l'injection d'une substance. Et ce sont la Hollande, la Suède, la Suisse, le Luxembourg, avec une grande différence, je crois, qui est aussi source de confusion dans la société. On met sous le même terme d'euthanasie l'assistance au suicide qui est autorisée par exemple en Suisse, en Suède ou dans l'État d'Oregon aux États-Unis, et qui a une particularité, c'est que dans certains cas, dans l'État d'Oregon par exemple, 80% des personnes qui se voient accéder à leur demande de disposer d'une substance qui leur permettrait de mettre fin à leur jour ne l'utilisent jamais. Et donc on voit que derrière cette demande, il y a autant une peur, une crainte de se retrouver un jour devant une situation insupportable qu'un réel désir de mettre fin à la vie. Des États, des pays comme la Hollande, la Belgique ou plus récemment le Luxembourg qui autorisent l'injection d'une substance létale, c'est une situation à mon sens très différente parce qu'une fois que la personne a demandé et obtenu, si jamais elle demande un report, c'est le signe qu'au fond elle ne le désire pas vraiment. Donc il y a beaucoup plus le fait de se condamner soi-même à une mort inéluctable, et je pense que envisager une assistance au suicide est d'une autre nature que d'envisager la possibilité d'injection d'une substance létale. Mais de toute façon, l'exception doit être considérée au cas par cas. L'exception ne peut être considérée qu'au cas par cas. Ce qui se fait dans ces pays, c'est des commissions multidisciplinaires qui comportent des médecins, des juristes, des philosophes, des anthropologues, et on pourrait imaginer des commissions de ce type ou ce que proposait le député Gorce, une haute autorité qui permettrait d'examiner. C'est pas un peu compliqué à faire une demande à une haute autorité? À la limite, le médecin qui est habitué à vous soigner n'est pas capable de prendre cette décision. Et ça a été une des grandes avancées de la loi Leonetti. Même les décisions d'interruption de traitement sur demande du patient sont des décisions collégiales. Et on voit bien que si on veut traiter ou examiner d'une exception, c'est-à-dire d'un échec de toutes les tentatives d'accompagnement, ça ne peut se faire que d'une manière qui soit plus distante. Et je crois qu'il faut être sûr que tout ce qui a pu être proposé ou tout ce qui a pu être tenté se révèle être un échec. Et ça ne peut être qu'au cas par cas. Ce n'est pas parce que ces cas sont rares qu'il est possible de dire on va détourner le regard parce qu'il y a peu de personnes. Donc je crois que il faut essayer d'écouter et de répondre à la détresse, même quand les cas sont rares, et ça ne peut être fait qu'à l'examen cas par cas. Et ça, encore une fois, ça n'a de sens que si véritablement l'accès à un accompagnement et à des soins palliatifs est universel pour toutes les personnes. Vous avez parlé de l'Europe et des pays qui justement où cela c'était possible. Pourquoi la France, nous, on n'arrive pas à prendre une décision, soit une loi qui aille justement jusque-là? Moi, je crois, si vous voulez, ce qui est intéressant en Europe, c'est que nous sommes tous d'accord sur le respect de la personne, mais que la façon de décliner ces principes fondamentaux varie d'un pays à l'autre. Et donc, on voit la difficulté et la complexité qu'il y a de savoir comment est-ce qu'on respecte au mieux la liberté de la personne tout en ne l'abandonnant
non pas. Paul Ricoeur disait que on entre en éthique quand à l'affirmation par soi de sa liberté, on ajoute l'affirmation de la volonté que la liberté de l'autre soit. Et quelle est la meilleure façon de permettre à l'autre d'exprimer sa liberté sans que ça corresponde à un abandon? Donc je crois qu'il ne faut pas décider de faire des choses parce que d'autres pays le font. Je crois que la diversité des approches est importante. Je crois que s'il y a un débat, une réflexion, il faut écouter nos voisins européens. Il faut peut-être discuter avec eux, il faut réfléchir. Et il faut faire ce que la société française, le législateur français, pense être la meilleure réponse aux situations de détresse. En améliorant peut-être justement cette loi avec ces cas extrêmes. Je vais vous faire part des différentes remarques qui ont été faites, et il y en a eu, vous en doutez, beaucoup sur ce sujet très sensible sur le Figaro.fr, notamment cet internaute qui dit « Je pense que tout le monde devrait remplir avec son médecin référent un questionnaire du genre, si vous êtes dans le coma plus de 15 jours, voulez-vous que des machines et perfusions soient arrêtées ?» Voilà. Oui, je crois que là, il y a une confusion. La loi Leonetti donne la possibilité de directives anticipées par lequel un patient dit que si jamais il est incapable de décider, il souhaiterait faire la demande qu'on interrompe le traitement. Donc c'est une situation qui existe déjà dans la loi. La question que posaient des cas dramatiques comme ceux de Chantal Sébir, c'est la question d'une personne lucide, consciente et qui souhaite et qui désire et qui décide de mettre fin à ces jours. Donc je crois que c'est une situation qui n'a rien à voir, et la situation dont l'internaute parle fait partie des dispositions prévues par la loi sur la fin de vie. Alors il y a d'autres remarques qui vont dans des sens d'ailleurs différents. Pourquoi la société devrait-elle inventer une machine à tuer ou une pilule à tuer? Ce n'est pas son rôle. Est-ce que c'est le rôle de la société, question qui est posée, d'organiser cela? Je crois que le rôle de la société, c'est ce que je disais au début, le premier rôle, ce qui est vraiment, je dirais, le fondement de toute société, c'est de porter secours à l'autre, c'est de l'aider, c'est de pas l'abandonner, c'est de l'accompagner. La question qui se pose, c'est quand tout a été fait, est-ce qu'on peut être indifférent à la demande d'une personne à qui on a tout apporté, ou est-ce qu'il faut l'écouter? Est-ce qu'il faut répondre, et comment? D'autres remarques, quelle est cette société qui donne plus de droits aux chiens qu'à l'homme de mourir? Bon, je crois que je crois que, si vous voulez, la très grande différence, ce qui n'est, encore une fois, ce qui est quelque chose de dangereux quand on réfléchit comme ça, c'est que, évidemment, un animal ne demande pas à mourir. On croit penser que c'est le plus souhaitable pour lui. On est dans une situation totalement différente. Est-ce que vous croyez que justement le cas de Chantal Sébir va pouvoir faire avancer les choses dans le sens que vous souhaitez? Écoutez, je pense que, encore une fois, c'est les cas dramatiques. On a l'habitude, au fond, de faire des lois en France à propos de cas dramatiques. Je crois que les cas dramatiques posent des questions, doivent être source de réflexion, et il faut que cette réflexion se poursuive à distance de cet événement dramatique, et que des solutions qui soient apportées pour les quelques cas qui peuvent être assez différents, qui s'opposeraient à l'avenir. Très bien, merci beaucoup Jean-Claude Amezen, merci d'être venu. On va repartir maintenant sur la politique, on va parler du Parti Socialiste qui a gagné évidemment les élections municipales, vous l'avez vu, et qui maintenant repart dans une nouvelle bataille, celle de sa propre structure, le premier secrétariat du Parti Socialiste. Voilà, et deux de mes confrères sont sur ce plateau. Denis Jambard, bonsoir. David Revaud-Dallon de Libération, bonsoir. Donc c'est vrai que là, tout le monde est sur la ligne de départ. C'est vrai que c'était une belle victoire pour les socialistes après les municipales, mais on l'a vu, les choses n'ont pas été longues à se décanter. On est déjà dans l'avenir. Martine Aubry a donné le feu du départ. Sur ces lignes justement, il y a Ségolène Royal. Bien sûr, on va parler surtout d'elle d'ailleurs ce soir. Pas parce qu'on veut pas parler des autres, mais c'est vrai que, comme d'habitude, comme souvent, on va dire, c'est elle qui a là un temps d'avance, mais il y a aussi Pierre Moscovici, Julien Drey, Martine Aubry et peut-être Bertrand Delanoë qui ne l'a pas encore clairement dit. On sent aussi que, en ce moment, on est en train de se mettre en place un front anti-Ségolène Royal. Pourquoi est-ce qu'elle fait peur à ce point à l'intérieur du Parti Socialiste, à ses structures même? Une fois de plus, Ségolène Royal est au centre du jeu. C'est un peu toujours le même scénario. C'était celui de la primaire, c'était celui de l'après-présidentielle, c'est celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une Ségolène Royal en mouvement
et autour toute une coalition plus ou moins hétéroclite, plus ou moins je dirais rationnelle de personnalités socialistes qui ont un intérêt commun, c'est celui de la bloquer. C'est la favorite numéro 1 pour l'instant. Là, au jour d'aujourd'hui, évidemment, ça peut changer jusqu'à novembre. Ce sera à Toulouse, d'ailleurs. Très difficile à dire. Bon, Ségolène Royal a des atouts. Effectivement, elle jouit d'une très bonne cote dans l'opinion, des sympathisants et au-delà. Maintenant, dans l'appareil, c'est très compliqué. Vous avez des barons locaux, vous avez des fédérations, vous avez un jeu assez subtil et assez verrouillé d'appareils socialistes qui fait qu'elle n'est pas forcément aujourd'hui la mieux placée. Ça reste à voir. Denis, d'accord avec ça? Oui, en remarquant qu'elle joue un jeu très particulier, Ségolène Royal, elle rejoue le jeu qu'elle a joué sur les primaires. C'est-à-dire qu'elle ne cherche jamais à prendre le parti de l'intérieur, elle le prend de l'extérieur. Elle joue avec ses cartes, ses atouts. En effet, elle ne tient pas l'appareil du parti. Et donc, elle joue avec l'opinion. Elle joue la démocratie d'opinion contre l'appareil du parti. Elle a quand même réussi à gagner les primaires avec ça, hein. Et c'était pas... 60%. Et à 60%. Oui. Donc, elle rejoue exactement la même partie et elle essaie de prendre le Parti socialiste, en effet, en mettant une pression extérieure sur le parti. Et du coup, c'est elle qui toujours mène la danse. C'est-à-dire que elle allume les pétards et tout le monde est diverti et est obligé de suivre la belle bleue, la belle rouge, etc., etc. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une espèce de reconcentration des apparatchiks traditionnels ou des hommes de parti qui en connaissent tous les mécanismes et qui essaient de se protéger d'une Ségolène Royal qui naturellement veut faire exploser le parti dans sa forme actuelle. Il faut quand même voir que c'est un parti qui est tenu par des apparatchiks, qui n'est pas tenu par les grands élus du parti. Et à mon avis, la stratégie qu'elle va essayer de jouer là aujourd'hui, c'est d'essayer de récupérer tous les élus qui d'ailleurs en ont assez d'être tenus à l'écart et qui ont été tenus à l'écart pendant 12 ans par François Hollande des décisions du parti. Elle essaie de rallier les élus, de jouer l'opinion et de prendre en tenaille l'appareil du parti. C'est ça qui est en train de se jouer aujourd'hui et c'est contre ça que se dresse naturellement un certain nombre de gens. Alors il y a deux choses peut-être qui ont changé par rapport, vous avez évoqué les primaires. Aux primaires, elle avait quand même réussi, même si elle arrivait effectivement un peu par l'extérieur, elle a quand même réussi à imposer elle-même les règles des primaires, les règlements des débats. C'était elle qui l'avait dit, pas de question entre nous. Et puis deuxième paramètre, à l'époque, il y avait les fameux électeurs à 20 € qui, pour beaucoup, ont disparu aujourd'hui et qui lui étaient très favorables. Absolument. Alors, on estime qu'il y a aujourd'hui entre 140 000 150 000 adhérents au Parti socialiste, alors que on en comptait il y a un an environ 270 000. Donc, c'est presque le double, presque une déperdition de 50%. On remarque sur ce qui est de cet aspect de guerre de mouvement que tente d'instaurer Ségolène Royal, qu'elle vient de se trouver confrontée à une première difficulté, un premier écueil, un premier blocage, c'est celui du calendrier. Évidemment, Ségolène Royal avait un intérêt, c'était aller vite. Là, elle n'a pas gagné sur le calendrier. Là, la victoire municipale a conforté l'actuelle direction, a conforté les hommes d'appareil que vous évoquiez, et évidemment, aujourd'hui, elle n'a plus le rapport de force nécessaire pour accélérer le jeu. Parce que dans cette affaire, il y a un homme qui n'est pas candidat naturellement à la direction du parti, mais qui sort complètement renforcé et qui est diabolique dans la manœuvre, hein, qui est François Hollande. Hein. C'est quand même lui qui va tirer beaucoup de ficelles dans les mois qui viennent, et d'ailleurs, c'est lui qui impose le calendrier, bien sûr. Alors, quel jeu il va jouer? Son objectif, naturellement, est d'être le candidat du parti à l'élection présidentielle de 2012. On peut imaginer que lui va rechercher un pape de transition ou une papesse de transition pour essayer de continuer en effet à tirer les ficelles dans la coulisse et être le maître du jeu. Ça pose quand même un certain nombre de problèmes. D'abord, Ségolène Royal ne peut pas accepter cette situation dont elle serait naturellement la victime, mais aussi les autres prétendants. Est-ce qu'un Bertrand Delanoë peut accepter cette situation-là si lui se met dans une perspective présidentielle? Je crois pas. Moi, je crois qu'il y a de toute façon une logique et on voit bien quand même que, en tout cas, c'est la thèse des ségolènistes. C'est un leader, un parti, un projet. Tout en même temps, et c'est comme ça qu'on gagne la présidentielle. Il faut quand même dire que pour ça, ils ont l'exemple mitterrandien. Mitterrand, c'est ce qu'il a fait en 71. Il a pris le contrôle du parti, il en est devenu le premier secrétaire, il a imposé une stratégie, et il y est arrivé comme ça.
Et c'est aussi ce qu'a fait, et c'est ce que d'ailleurs disent les ségolènistes, c'est quand même ce qu'a fait Nicolas Sarkozy en prenant le contrôle de l'UMP assez tôt, et en tout cas en manœuvrant pour la vote. C'est vrai ce que vous dites, il y a premier secrétaire et premier secrétaire. Selon celui que vous élisez, vous n'avez pas du tout le même résultat. Si c'est Ségolène Royal ou Bertrand Delanoë, ce n'est pas du tout pareil, et c'est peut-être d'ailleurs, je voudrais aller là-dessus, l'avantage d'un, on va dire, Julien Drey et surtout d'un Pierre Moscovici, c'est que lui, il annonce clairement depuis le début que lui, c'est un premier secrétaire à temps plein, ça vous rappelle quelque chose, à temps plein, et qui lui, il brigue pas 2012. Alors, c'est le vieux débat de la poule et de l'œuf. Faut-il d'abord un leader, faut-il d'abord rénover les idées? Je crois, pour ma part, que les deux sont indissociables, et que comme on l'a observé du côté de l'UMP, où Nicolas Sarkozy s'est posé en leader à imposer son leadership et à imposer une rénovation idéologique et programmatique, je crois que les deux vont de pair et qu'on ne pourra éviter, évidemment, au Parti socialiste de traiter les deux en même temps. Pour ce qui est de ce scénario imaginé par certains d'un leader de transition, imagine-t-on... préparation Oui, mais un leader de transition peut devenir un leader tout court aussi. Et ça fait peur à tout le monde. Effectivement, premier écueil. Et deuxième écueil, que va dire le Parti socialiste pendant les 2 ou 3 ans où ce leader de transition va occuper le terrain? Est-ce qu'on ne va pas assister à la poursuite de cette incessante guerre des chefs, de leaders et de personnalités agissant telles que Ségolène Royal en dehors du parti, finalement en tentant de dribbler, de doubler ce que propose le Parti socialiste, et à l'arrivée, dans 2 ou 3 ans, de se retrouver dans la même situation qu'aujourd'hui, c'est-à-dire au bord de la crise de nerfs. Pour revenir à Ségolène Royal, elle a un atout, et ça, elle l'a conservé. Peut-être même, elle l'a même accru, c'est elle reste très populaire. À l'occasion de ses déplacements, on le note, au Salon de l'Agriculture récemment. Elle est éminemment la plus populaire pour l'instant. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'elle joue cette carte-là de la prise du parti par l'extérieur. Ce qui, là, alors, est complètement en rupture avec la tradition mitterrandienne. Mitterrand pensait qu'on prenait toujours le parti à l'intérieur, et notamment par la gauche. Elle ne fait pas du tout ça, mais c'est un atout majeur dans une démocratie, qu'on s'en réjouisse ou qu'on le regrette, qui est quand même devenue une démocratie d'opinion. Et elle s'impose naturellement. Je veux dire, le problème du Parti socialiste, c'est de gagner quand même la présidentielle de 2012. Ils en sont tous quand même à se désespérer de gagner les élections intermédiaires, mais d'être à la 3e présidentielle perdue. Donc, elle dit, écoutez, suivez-moi, c'est moi qui vais vous faire gagner. D'ailleurs, les sondages le montrent. Alors, le sondage a aussi leurs limites. Mais elle aura quand même réussi. Elle a eu sa petite traversée du désert après son échec. Et on voit qu'elle aura réussi quand même à remonter par ce travail de fond. Elle a labouré le terrain quand même depuis des semaines et des semaines. Et on voit qu'elle est en train de ressurgir sur le devant de la scène. C'est quand même du travail assez bien fait. Il y a quand même une question qu'on peut se poser, et sur sa stratégie à elle. Pourquoi n'a-t-elle pas brigué un mandat aux législatives ni au municipal? Parce qu'elle est présidente de région et qu'elle est contre le cumul des mandats, et donc elle dit j'ai des idées et je me comporte comme je fais ce que je dis. Elle aurait pu quand même être députée en même temps, ça lui donne des tribunes. Dans sa volonté de faire de la politique autrement, elle expliquait, et je crois qu'elle y pensait, elle y croyait sincèrement, qu'il fallait mettre en accord les actes et les théories. C'est-à-dire un peu le contraire de ce que fait aujourd'hui Arnaud Montebourg, qui a plaidé pendant des années pour le non-cumul des mandats et qui aujourd'hui se met à le pratiquer, puisqu'il va sans doute devenir président du Conseil général de Saône-et-Loire. Et qui entre-temps a quitté Ségolène Royal. Absolument. Et donc elle considère aujourd'hui, pour en avoir discuté il y a quelques jours avec elle, qu'elle n'a pas fait une erreur, et je pense qu'on peut lui donner sur ce dossier raison, puisqu'elle a continué à exister, elle n'a pas eu du tout de déperdition en termes d'existence politique et médiatique depuis son départ du Palais Bourbon. Est-ce que les primaires, c'est une mauvaise expérience pour le Parti socialiste dont il doit tenir compte, qu'il n'y ait pas trop d'affrontements? On a vu que quand même le PS et elle surtout étaient sortis affaiblis de cette lutte interne. Pas immédiatement, mais dans les semaines qui ont suivi. C'est moins les primaires qu'il faut mettre en cause que la façon dont elles ont été organisées. Oui, c'est-à-dire que là, on a eu quand même une primaire, une compétition interne organisée dans l'improvisation la plus totale, avec effectivement une guerre des chefs qui s'est déchaînée et qui n'a cessé de plomber par la suite toute la poursuite de la campagne présidentielle de Ségolène Royal. Je crois qu'avec des règles bien établies, avec un corps électoral défini, avec des débats, un nombre de débats télévisés ou devant les militants réglementés. D'ailleurs, d'aller beaucoup plus loin, c'est d'avoir des primaires à l'italienne en faisant appel tout simplement au corps électoral pour désigner le candidat. Et donc, c'est important. Les Italiens oui, sauf qu'à l'américaine, on voit, et c'est vraiment en train de se passer, les primaires qui s'éternisent et dès
alors que Américains, ça personne dure ne fait la toujours un an. différence, affaiblissent en ce moment les démocrates, alors que les républicains ont déjà choisi leur leader. Qui existe dans les primaires démocrates américaines et qui a à l'évidence manqué au Parti socialiste, c'est le Jamboree, c'est-à-dire c'est cette cérémonie de réconciliation à la fin des primaires où tous les anciens concurrents se réunissent sur une tribune. Là, effectivement, ça a été exactement l'inverse. Mais en même temps, le problème de la primaire socialiste de l'année dernière, c'est que le parti, enfin il y a 2 ans même maintenant, le Parti socialiste avait émis un programme que ne voulait pas en fait incarner la candidate qui se présentait quand même comme une candidate de la rénovation. Et d'ailleurs, c'est bien ça qui l'a fait trébucher finalement. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle avançait dans un sens qui était plutôt le réformisme ou la social-démocratie, on lui remettait sur le dos, et notamment François Hollande, dont on peut se demander s'il souhaitait vraiment sa victoire, on lui remettait le projet socialiste, très marqué, je dirais, siècle dernier, 20e siècle, et donc elle s'est trouvée dans une difficulté, écartelée entre sa volonté de rénovation et le poids des archaïsmes du parti. Donc aujourd'hui, à mon avis, si elle veut prendre le parti, c'est tout simplement aussi pour imposer une nouvelle ligne au parti. Elle le dit d'ailleurs clairement. Elle a une volonté de rénovation qui est sans doute la plus affirmée à l'heure actuelle à l'intérieur du Parti socialiste, à l'exception peut-être de Strauss-Kahn qui, lui, s'est mis dans la position de Delors en 94, sauf que Delors n'y est pas. Delors est pas revenu, mais je pense que Strauss-Kahn n'a qu'un souhait, c'est de revenir. Mais le scénario là, Delors n'a jamais fonctionné. Il faut quand même Mais il n'a pas fonctionné du fait au fond de la défaillance de l'homme face à l'épreuve du pouvoir. Alors que Strauss-Kahn a l'air beaucoup plus motivé. Tandis que je crois que Dominique Strauss-Kahn est beaucoup plus motivé. Est-ce qu'elle n'a pas perdu des points ou du crédit à l'intérieur du parti lorsque après le premier tour elle a annoncé qu'il fallait faire des alliances partout où c'était possible avec le MoDem le plus possible, et on a vu immédiatement après évidemment Bertrand Delanoë faire le contraire. Est-ce que justement il n'a pas pris barre sur elle là-dessus? Je crois que là on a encore une fois on est face à une affaire de posture et de tactique. Ségolène Royal à l'évidence sait qu'on ne peut pas et qu'il ne faut pas faire des alliances partout avec le MoDem, d'abord parce que ça n'avait fondamentalement pas d'intérêt électoral, à part à certaines situations bien ciblées. Je crois que quand elle dit ça, quand elle fait ça, une fois de plus, elle avance ses pions, elle fait mouvement de manière à obliger les autres à se positionner, et notamment Delanoë, sur cette question du MoDem. À l'évidence, Ségolène Royal, une fois de plus, enfonce le clou, cherche à faire mouvement et cherche, comme vous le disiez, Denis, à faire exploser le Parti socialiste, là encore, sur cette question très clivante du rapport au centre. Histoire première gauche, deuxième gauche. Alors, pour terminer, vous allez rester avec nous parce qu'on va passer un dernier coup de fil qui va vous intéresser. On va quand même saluer, j'ai lu cette info sur le site internet de Libération, le caporal Lebon qui a hérité du numéro de téléphone attribué temporairement à Ségolène Royal pendant la campagne et qui depuis reçoit très régulièrement des coups de téléphone de grands responsables du Parti socialiste. Et juste après, il avait reçu un coup de téléphone de Jacques Chirac, de François Hollande, etc. Et à chaque fois, on disait « Allô, Ségolène ?» Il dit « Non, c'est le caporal Lebon. » Quand même extraordinaire. Peut-être un futur premier secrétaire. Futur premier secrétaire. On va passer le dernier coup de fil, on reste dans la politique. Au téléphone, André Berkoff. Bonsoir André Berkoff, qui est membre du jury du prix du Presse Club Humour et Politique. Alors, c'est plus tard dans l'année, mais régulièrement, vous sélectionnez, je sais pas, tous les 2 ou 3 mois, les meilleures phrases. Et là, c'est vrai qu'il y a eu un festival, là. Bonsoir André. Oui, bonsoir Pierre. Oui, ça a été tout à fait intéressant, parce que là, avec les municipales, nous avons été servis par un bouquet tout à fait remarquable, comme nos politiques savent en faire quand ils veulent en faire volontairement ou involontairement, bien sûr. À commencer par François Bayrou, ça fait notre job, il est électionné. Juste après sa défaite, il dit « Je vous promets d'autres victoires ». Oui. Et je vous rappelle que Ségolène Royal, quand elle volait de clocher en clocher jusqu'à la rue Solferino, après donc sa défaite face à Nicolas Sarkozy, a dit également et pratiquement exactement « Je vous promets d'autres victoires ». Alors, il y en a un, à mon avis, qui est très très bien parti sur l'année, c'est Bernard Laporte. Je voulais voir les Antilles de vive voix. Je pense que ça, c'est pas mal. Magnifique, il a rejoint la traduction de Joseph Prudhomme en disant « Nous avons découvert cette terre où la main de l'homme n'avait jamais mis le pied ». Et puis vous avez aussi noté une raffarinade, un classique, donc il faut avoir conscience de la profondeur de la question du sens. Et nous avons décidé que chaque année, Pierre, que chaque année le prix de l'humour politique aurait un accessit raffarinien. Car Raffarin est remarquable,
il ne lui déçoit jamais. Oui, un prix spécial Jean-Pierre Raffarin. Alors il y a aussi des vacheries, hein, François Fillon, cité par l'Express, qui dit: quand j'ai appris que Xavier Bertrand appartenait à la franc-maçonnerie, je ne me suis pas étonné de le découvrir maçon, mais franc, ça m'embouche un coin. Oui, ça prouve que François Fillon est tout à fait capable de vannes ou de vacheries, comme vous dites, assez fortes. Et pour justement rendre hommage à Xavier Bertrand, néanmoins, puisque c'était un petit peu notre débat, pour cette phrase: le Parti socialiste est un parti sans leader, François Bayrou est un leader sans parti, ils sont faits pour fusionner. Voilà pourquoi Ségolène Royal acclamait partout la fusion. Non, c'est vrai que c'est très amusant de voir à quel point, volontairement ou involontairement, nos amis sont à la hauteur de leurs ambitions. André, vous là c'est bon, quelques phrases, vous en sélectionnez régulièrement, et ensuite comment ça se passe? Alors ensuite il y aura une dernière sélection en juin, et après on choisit donc le prix, enfin la meilleure phrase, celle qu'on considère la meilleure, et en général le lauréat vient assez flatté de recevoir cela. Notamment Jean-Louis Debré était venu il y a 2 ans et il avait fait cette phrase admirable, il a dit: de toute façon, nous tâcherons que la Corse ne soit jamais séparée du continent. Non, il y a aussi cette phrase que vous auriez pu mettre dedans, mais elle est très récente, qui est sur Balkany, de Devedjian, qui dit: Monsieur Balkany nous donne des leçons de politique quand il a critiqué la gestion de l'UMP. Il nous donne des leçons de politique, si ça continue, il va même finir par nous donner des leçons de morale. Je crois que ça c'est bien aussi. Merci André. Merci à vous Pierre. Voilà, bon bah écoutez, merci beaucoup. On termine avec ces phrases, ça fait partie de la politique aussi, et on va suivre bien sûr dans Libération entre autres, et bien sûr sur Public Sénat, ce que vont concocter les socialistes. Philippe de Sonny réalisait cette émission, Pierre-Henri Gergonne était là comme tous les jours, et Marie Billon nous a préparé tout ça. Tout de suite le Face à nous avec Éric Woerth, invité de Michel Grossior. Merci, au revoir et à demain. Souhaitez réagir à cette émission, poser des questions, débattre, regarder en accès gratuit et illimité la chaîne en temps réel ou les programmes en VOD, rendez-vous sur www.publicsénat.fr. Éric Woerth, ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, est l'invité de Face à nous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Après l'avertissement des municipales, une nouvelle phase s'ouvre dans un contexte économique incertain, plus délicat. La crise financière peut réserver de mauvaises surprises. Comment rebondir sans marge de main-d'œuvre budgétaire? Comment éviter des mesures difficiles, sans parler de rigueur, que Nicolas Sarkozy ne cesse de démentir encore aujourd'hui au Conseil des ministres? Pour vous interroger ce soir, Anne Revent du Figaro, Laurent Mauduit du site Mediapart et Olivier Bacusa du Parisien, aujourd'hui en France, notre partenaire. D'abord, Éric Woerth, un mot sur le remaniement. Vous avez découvert vos nouveaux collègues au Conseil des ministres. S'agit-il d'un simple ajustement ou bien faut-il y voir certains signes politiques comme la fin de l'ouverture? Alors je les ai découverts, je les connaissais déjà en réalité, mais c'est pas un remaniement, parce que le remaniement conduirait à ce qu'il y ait un nouveau gouvernement, donc il n'y a pas de nouveau gouvernement. D'ailleurs, il n'y a pas eu de photo. D'ailleurs, vous le remarquerez, le Premier ministre est resté en place sur le perron. Hein. Donc c'est quoi? C'est de la nomination de secrétaires d'État supplémentaires sur des thèmes dont on a estimé qu'il fallait les incarner politiquement ou adjoindre à un ministre un secrétaire d'État supplémentaire. Sur des sujets d'ailleurs assez variables. Quand je vois Laurent Wauquiez sur l'emploi, c'est vrai qu'on doit plus incarner probablement ce que nous faisons sur l'emploi. Il y a plein de bonnes nouvelles sur l'emploi, il y a plein de travail à faire. Donc avec Christine Lagarde, c'est bien qu'il y a un secrétaire d'État du poids de Laurent. Et je vois Luc Châtel sur le porte-parole, parce que Luc a bien réussi dans le domaine de la concurrence. Il garde ce portefeuille. Et puis il étend les choses au porte-parole. D'un autre côté, vous avez vu qu'à l'Élysée, il n'y a plus de porte-parole de l'Élysée en tant que tel, le poste qu'avait David Martinon. Donc
rend les choses plus probablement plus efficaces et moins divisées qu'auparavant avec 2 porte-paroles. Là, il y en a plus qu'un seul. Vous ne parlez pas de nouvelle phase. Je pense que tout ça est assez bien construit. Vous avez Nadine Morano sur la famille. Il y avait personne sur la famille, avec Xavier Bertrand en direct sur la famille, et puis Valérie Létard sur les problèmes de handicap. Là, ça rééquilibre bien le ministère. Non, je trouve que c'est un complément indispensable pour encore mieux travailler. Est-ce que vous trouvez méchant de dire qu'il n'y a presque pas eu d'élection? Nicolas Sarkozy, selon le mot méchant d'un éditorialiste, s'est remanié lui-même. C'est cosmétique, non? Non, c'est pas cosmétique. D'abord, l'industrie du cosmétique marche très bien en France et ça crée beaucoup d'emplois. C'est une industrie importante. Donc c'est quelque chose de sérieux. Non, enfin, au-delà de la plaisanterie, non, c'est quelque chose. C'est ce que nous avions. Enfin, c'est ce que le président avait laissé entendre. En réalité, il y a déjà plusieurs semaines en disant que on ne tiendra un certain nombre de secrétaires d'État. Ah non, il n'a pas dit ça. Non. Enfin, tenir compte n'est pas de savoir si on met 6 secrétaires d'État, si on vire 3 ministres supplémentaires. Si on a... Enfin, je crois qu'au fond, c'est pas tellement ce qu'attendent les Français que Monsieur X soit remplacé par Madame Y, ou ce qu'ils attendent, c'est des résultats dans la politique qu'on mène. C'est bien ça le cœur du problème. Et le président ce matin a rappelé, et vous l'avez vu dans la déclaration qui a été faite après le Conseil des ministres, a rappelé aux ministres qu'on était là pour avoir des résultats, que le cap des réformes devait être évidemment maintenu. Et c'est vraiment ça qui m'importe d'ailleurs, fondamentalement en tant que responsable politique, et dans mon domaine évidemment, mais je partage les domaines des autres. On est une équipe, c'est le maintien du cap. Ça veut pas dire on n'écoute pas. Ça veut dire en réalité, moi je comprends des électeurs, et je l'ai dit avant le premier tour, je l'ai dit au premier, je leur dirai, je l'ai dit au second, c'est qu'il y a une vraie impatience qui se crée, une impatience de résultats, une envie de... Le sondage des Échos de ce matin poursuit les réformes, mais pas ces réformes-ci. Oui, mais je pense que vous ferez tous les sondages, ils vous diront toujours ça. Non, mais c'est aussi l'élection qui dit cela. Non, mais je pense que nos compatriotes, ils attendent des résultats, ils attendent plus de pouvoir d'achat, certes, ils attendent une école plus efficace, ils attendent une université plus ouverte, ils attendent plus d'emplois pour les jeunes, ils attendent moins de précarité, ils attendent tout cela en même temps. Donc ils attendent qu'on leur apporte des solutions. C'est pour ça qu'ils nous nomment. D'ailleurs, eux-mêmes, ils ont leur propre travail. Donc ils nomment des gens pour faire ce travail sur le plan public. Ils ont élu un président de la République sur une base claire. On doit maintenir cette base. C'est essentiel. C'est pas une élection locale à un moment donné, même si c'est vrai les résultats de la majorité sont pas bons, mais c'est une élection locale, elle ne doit en aucun cas influer sur le cap des réformes, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a plus aucun cap politique. Ça voudrait dire que c'est fini, il suffit de changer tous les 6 mois d'avis et on change le cap politique. À ce moment-là, il n'y a plus aucun résultat. Alors vous parlez beaucoup de résultats. Il n'y a pas de résultat. Vous parlez beaucoup de résultats, Éric Woerth. Bien justement, je crois que le président de la République et le Premier ministre comptent beaucoup sur vous pour obtenir des résultats en matière d'équilibre budgétaire. Anne Revent. Alors, est-ce que, compte tenu du ralentissement de la croissance, qu'on observe, qui est, vous avez révisé la croissance une première fois, à la baisse, elle pourrait être revue au printemps. Est-ce qu'il y a un risque pour l'exécution budgétaire? Et alors, deuxième question, un certain nombre de membres de l'opposition ont expliqué pendant la campagne que les collectivités locales de gauche se poseraient en bouclier fiscal, en bouclier pour protéger les Français de la politique gouvernementale. Ça veut dire peut-être plus de dépenses au niveau local. Donc comment est-ce que vous allez réussir à tenir sur le deuxième point d'abord, les régions, les villes, les départements de gauche qui effectivement se présentent comme un bouclier pour les Français. C'est ridicule. C'est ridicule. C'était pas sérieux, ça ferait rire. Ça ne veut rien dire. Enfin, les Français, ils n'ont pas voté pour un bouclier ou je ne sais quoi. Le problème n'est vraiment pas là. Ils ont voté pour des maires qui, si possible, doivent essayer de faire leur travail, qui n'est pas un travail en soi politique. Ils doivent arbitrer. Enfin, je suis maire, je dois arbitrer entre plein de choses qui n'ont rien à voir, heureusement, avec le monde politique. C'est pas des décisions locales. Et les maires, moi, je les incite à faire d'abord du local, à répondre aux attentes de leurs électeurs. S'ils répondent aux attentes des électeurs nationaux, ils auront un certain nombre de problèmes. Moi, je vous le dis. Donc, ils fassent leur travail. Il lui propose la création d'un conseil des collectivités territoriales de gauche, les villes là. Attendez, les villes, les départements, les régions, justement, pour faire front aux décisions du gouvernement. Vous dites. C'est illégitime, c'est scandaleux. Ça ressemble, vous voyez, c'est un appel au coup d'État, finalement. C'est bien stable, parce qu'on dit il y a d'autres pouvoirs, dans le pouvoir légitime. Le
pouvoir légitime, c'est le pouvoir issu du suffrage universel. Il y a un président de la République, c'est la légitimité nationale. Il y a une majorité. Je n'ai pas entrevu lundi qu'elle ait changé. Donc il y a bien des députés et des sénateurs qui forment cette majorité, qui dans le cadre de la Constitution créent les lois de la République. Alors c'est bien cela dont il s'agit. Par contre, il y a des mairies, il y a des conseils généraux et des conseils régionaux qui doivent faire leur travail de mairie, de conseils généraux et de conseils régionaux. Ils doivent pas faire plus, comme l'État ne doit pas faire plus. Il y a une répartition. On n'est pas dans un État fédéral. On n'est pas dans un État de pouvoir et de contre-pouvoir. Et je ne suis pas sûr que les déclarations de M. Emmanuelli puissent bien servir la cause qu'il prétend servir, qui est celle du pays. C'est au contraire, c'est vraiment le contraire. Donc je suis vraiment très scandalisé par ce type d'attitude. Il y a des contre-pouvoirs quand même. Non, mais les contre-pouvoirs, c'est la presse, il y a le contre-pouvoir du Parlement, il y a le contre-pouvoir, il y a l'opposition sur le plan national, il y a l'opposition au Parlement, il y a Monsieur Hérault qui est président du groupe socialiste, il y a une commission des finances d'ailleurs présidée par un bon président d'ailleurs, qui est Didier Migaud. Il y a un contre-pouvoir au niveau où on est. Un contre-pouvoir social, avec des filets de protection au niveau des régions, des départements, ça existe déjà. Le contre-pouvoir dans les régions et dans les départements, c'est l'opposition dans les régions et dans les départements. Il y a des contre-pouvoirs qui sont organisés. Heureusement qu'il y a une République française et qu'on peut en être fier. C'est pas cela. C'est pas parce qu'on gagne à un moment donné plus qu'un autre camp une élection municipale qu'on doit nationaliser cela. C'est scandaleux, c'est d'ailleurs très inquiétant pour le pouvoir. Ça montre que les socialistes n'ont pas compris grand-chose à la façon dont fonctionne le pays. Public, vous nous dites. Ce type de déclaration est une déclaration menaçante et hors de propos. Irresponsable. Irresponsable, mais est-ce qu'elle pourrait se traduire par des augmentations des dépenses locales? Est-ce que c'est ce que vous craignez? Une augmentation de la fiscalité locale? Vous regardez les conseils régionaux, vous regardez les conseils, moi je prends la réalité, vous regardez les conseils régionaux, ils ont considérablement augmenté la fiscalité sur ces dernières années, c'est une trentaine de pourcents en moyenne, c'est 22 ou 23% sur la première année, si mes souvenirs sont bons, entre 2004 et 2005. Les conseils régionaux issus de la droite n'avaient pas fait cela. Donc il y a au Parti socialiste, mais c'est parce que c'est dans leur culture, l'idée qu'il faut toujours plus de recettes, plus de prélèvements obligatoires et que pour le reste, on verra bien. Nous, on essaie d'emprunter une voie qui est un peu différente. On considère qu'il y a trop de prélèvements obligatoires. On considère qu'il y a trop de dépenses publiques aussi, trop de poids. La dépense publique est trop lourde. D'autres pays, d'ailleurs même des pays sociaux-démocrates, ont réussi à rééquilibrer les choses parce que sinon, en réalité, on tire la France vers le bas. Trop de dépenses publiques, ça veut dire pas assez de dépenses privées, pas assez d'investissement, pas assez de consommation. Donc on tire à un moment donné la France vers le bas et c'est contraire à l'intérêt général de la France et c'est contraire à l'augmentation du pouvoir d'achat des Français. C'est des politiques plus difficiles à faire que de systématiquement, quand il y a un problème, augmenter les impôts. Et dans les collectivités locales, je vous l'ai dit, il y aura évidemment, probablement, dans les collectivités locales, de gauche, une augmentation d'impôts. Et alors ils diront, parce qu'ils disent toujours la même chose, ils l'ont dit au moment des régionales, ils diront « Ah oui, mais c'est parce que l'État ne fait pas son travail ». C'est toujours comme ça, c'est toujours la faute de l'autre. Voilà. Ils disent tout le temps ça. L'argument qui était développé par un certain nombre d'élus locaux, c'est l'État a transféré un certain nombre de compétences aux collectivités locales. On dit se désengage. Ouvrez les guillemets. Fermez les guillemets. Le besoin de financer ces compétences qu'on nous a transférées. D'où qui a transféré les compétences? Les transferts de compétences se font par le Parlement. Ce sont des lois dans lesquelles 90% des gens sont des élus locaux, qui sont pas plus idiots que d'autres. Il y a des maires, des présidents de conseils généraux. Le Sénat est d'ailleurs assez expert en la matière, si je m'en réfère à tous les derniers débats sur les collectivités locales. Les transferts de compétences, et c'est inscrit dans la Constitution depuis 2 ans ou 3 ans, les transferts se font à l'euro, comme on dit. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, vous mesurez le prix de la compétence qui est transférée, vous compensez dans le budget de la collectivité locale. C'est vrai, une fois que cette compétence évolue, si le Conseil général décide d'en faire plus, à un moment donné, c'est à lui de prendre cette décision. Mais à politique égale, à politique constante, évidemment, il y a des transferts. Vous savez combien ça coûte les collectivités à l'État? Combien ça coûte? Quelle est c'est une charge, hein. C'est une charge budgétaire, mais c'est souvent la faute de l'État. Si on prend ces 20 ans ou 25 ans de rapport, dans le budget de l'État, c'est avec la fiscalité qui est transférée, etc., c'est plus de 70 milliards d'euros. Donc nul doute que l'État, évidemment, fait face à ses responsabilités dans le domaine des collectivités locales, mais c'est toujours trop facile de se décharger sur le dos de l'État. Que les socialistes, maintenant, qui sont dans un certain nombre de mairies, assument leurs responsabilités. Alors, Éric Woerth, vous avez dit que la gauche a dans sa culture d'augmenter toujours les impôts. Vous l'avez dit. Est-ce que vous, ce soir, vous prenez l'engagement de ne pas augmenter les prélèvements obligatoires en France? Et nous n'augmenterons pas les impôts.
On l'a déjà dit, les prélèvements obligatoires, c'est en fonction du PIB, donc ça peut varier selon le PIB. Mais je veux dire, il n'y a pas d'augmentation. Oui, d'accord, mais on parle par exemple de la CSG, on pourrait prendre plusieurs exemples. Nous n'augmenterons pas la CSG, nous n'augmenterons pas la TVA. Qu'est-ce que vous voulez qu'on augmente d'autre? Si, il y a une autre chose en débat, c'est la CRDS, le complément de la CSG. Et ça, c'est un sujet différent. Pas différent, juste pour expliquer, il y a donc un déficit de la Sécu, 14 milliards d'euros. La loi vous interdit d'allonger la période de paiement. Donc techniquement, il y a deux solutions. Soit vous relevez la CRDS, soit vous l'imputez sur la dette de l'État. Et donc vous allez Enfin, c'est moins de 14 parce que c'est 9,7 en 2007. Donc on a pris. Je prends pas ça comme une bonne nouvelle. C'est mieux que les 12 qui étaient prévus. Il y a eu plus de. Oui, enfin c'est comme on a du retard. C'est comme quand vous êtes en match de foot, vous perdez 2-0, vous marquez un but, vous sautez pas de. Bon alors la question elle est précise. Donc il n'empêche que c'est une trajectoire. Il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là. Donc nous avons fait quelques progrès par rapport à la prévision. C'est grave quand même. Oui, mais enfin, ce serait le contraire. Ce serait donc, nous n'augmenterons pas ni la CSG, je vous l'ai dit, nous n'augmenterons pas la TVA. Je l'ai déjà dit, le Premier ministre et le Président de la République. La CRDS, oui. Non, il y a d'autres manières de faire. On est en train de regarder cela. Il y a une dette de la Sécurité sociale. Cette dette, c'est en réalité les consommations, à la fois retraite et sociale, qui ont pesé, et en face, il n'y a pas assez de recettes. Donc, il y a une partie qui est dans la CRDS, et puis il y a une partie qui est la partie depuis à peu près de consommation depuis 2 ans, qui est d'une vingtaine de milliards, 25 milliards d'euros, qui sont aujourd'hui gérés dans ce qu'on pourrait appeler l'organisme banquier de la sécurité sociale. Ça s'appelle l'ACOS, la globalisation des organismes qui s'occupent de finances de sécurité sociale, et gérés dans ce cadre-là. Il faudra à un moment donné, il y a nulle obligation d'ailleurs, mais il y a un moment donné, il faudra probablement que ça rejoigne l'ensemble de la dette sociale ou que ça aille ailleurs. Il y a d'autres façons peut-être de faire que d'augmenter la CRDS. Permettez-moi d'abord d'en parler avec le Premier ministre et le Président de la République. Bien. Alors, donc nous, ce qu'on souhaite, c'est tout faire pour éviter l'augmentation des prélèvements. Donc une réforme de la protection sociale, quand on dit voilà, il y a 6 milliards d'euros sur l'assurance maladie, ce serait tellement simple d'augmenter les impôts. Nous ne le souhaitons pas. Ce que nous souhaitons, c'est travailler sur l'organisation même du système. Parce que quand vous augmentez les impôts, ça sert à rien. Vous ne résolvez pas le problème. Vous augmentez les impôts, vous tapez sur les gens, vous perdez du pouvoir d'achat, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez avec les mêmes déficits 2 ans plus tard. Tout le monde veut poser ici des questions sur les impôts. Anne, et puis Olivier. La baisse des prélèvements obligatoires de 4 points qui avait été annoncée par Nicolas Sarkozy, donc là, elle est définitivement abandonnée. Les 68 milliards qui devaient être rendus aux Français, ce serait pas raisonnable de le faire. D'abord, en 2007, les prélèvements obligatoires diminuent légèrement. Ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Mais Gilles Carrez à l'Assemblée, le rapporteur du budget à l'Assemblée, dit que compte tenu des déficits, il faudrait mieux faire un moratoire des baisses d'impôts. Compte tenu de la priorité qui est la baisse des déficits. J'inverse la question. Le ministre du budget que je suis est d'accord pour dire qu'il faut sauvegarder les recettes. C'est-à-dire que, bien évidemment, mais il faut, si possible, sauvegarder les recettes. Sauvegarder les recettes, ça veut dire en pourcentage du PIB. Si le PIB augmente plus vite, vos recettes peuvent augmenter un peu moins vite, mais elles peuvent augmenter aussi. Si vous avez plus de consommation, vous pouvez avoir plus de TVA. Donc, d'une certaine façon, il y a quand même un jeu vertueux qui se crée. Là, je parle d'augmentation des taux, d'augmentation ça, ce n'est pas compatible avec la politique du gouvernement. Vous pouvez avoir, heureusement, dans les autres pays, quand vous avez un pays qui marche mieux, qui crée plus de croissance, les impôts, le volume d'impôts augmente tout simplement parce que le pays marche mieux. Les gens gagnent plus d'argent. Nous avons fait beaucoup de progrès. Ça vous rapporte beaucoup en ce moment? Non. L'inflation aujourd'hui, il y a des plus et des moins. Elle coûte cher en termes de dette parce qu'une partie de la dette est indexée sur l'inflation. Elle coûte cher aussi en termes d'indexation. Il va bien falloir à un moment donné revoir les pensions. Le président de la République l'a dit, et bien sûr il y a des règles pour cela, et il faut le faire. Donc il y a des indexations qui se créent, donc tout ça coûte un peu d'argent. Maintenant de l'autre côté, comme vous avez des dépenses qui sont arrêtées en euros, le fait qu'il y ait de l'inflation facilite un peu les choses, mais quand on compare l'équilibre du plus et du moins en termes de budget de l'État sur l'inflation, c'est plutôt du moins que du plus. Olivier. Mais qu'est-ce que le ministre budget que vous êtes pourrait faire? Vu la conjoncture actuelle, tout porte à croire qu'il va y avoir un ralentissement de l'activité économique aux États-Unis, en Europe, donc en France.
ça sous-entend qu'il pourrait y avoir une baisse des recettes fiscales. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous pouvez faire? On n'a pas de hausse des prélèvements obligatoires, Monsieur le Ministre, mais est-ce que vous allez réduire, par exemple, les aides sociales qui sont distribuées? Alors, d'abord, il y a un ralentissement. C'est évident qu'il y a une crise financière comme il n'y a pas eu depuis beaucoup d'années aux États-Unis et qui se propage dans le monde entier. Enfin, c'est la vérité. Oh ben, c'est en soi un vrai problème. Évidemment, le ralentissement, c'est pas une récession, parce qu'une récession c'est pas ça. Mais il y a un ralentissement aux États-Unis fort. Il y a quand même des signes au fur et à mesure du temps qui sont préoccupants. Moi, je remarque que la France est plutôt mieux protégée qu'un certain nombre de pays. C'est pas de la langue de bois. On peut de temps en temps quand même regarder son pays sans nécessairement essayer de l'achever, de le poignarder ou de le crucifier, même à Pâques. Ce qui compte d'une certaine façon, si on regarde lucidement notre pays, il résiste mieux qu'un certain nombre d'autres pays. Il résiste mieux que l'Allemagne, il résiste mieux que l'Angleterre. Il y a des raisons à cela. L'Allemagne est plus internationalisée. Il résiste mieux, oui, mais il résiste mieux quand même. Moi, je pense que le projet de loi sur le travail, emploi, pouvoir d'achat, qu'on a beaucoup critiqué, est un projet de loi qui a ralenti l'impact de la crise sur la France et qu'il est venu au bon moment. Donc, il y a beaucoup de sujets. Il y a moins de chômage, etc. Donc, il faut répondre à la question sur le budget 2008. Il est assez peu impacté en réalité par le ralentissement. On reverra l'ensemble des prévisions macroéconomiques comme d'habitude vers le mois d'avril. Donc on verra, et c'est Christine Lagarde qui le fera, on verra ce que Christine dit. Mais ce que moi je peux vous dire, c'est que le budget 2008 est assez peu impacté pour plusieurs raisons. Les dépenses, elles sont arrêtées en volume, elles sont arrêtées en valeur. Je veux dire, vous avez tant d'euros pour telle politique, et les recettes fiscales, elles sont elles-mêmes souvent sur la base des résultats de l'année d'avant. Ces résultats, ils ont déjà eu lieu, donc la plupart du temps, on les connaît, donc elles sont assez sécurisées. Par ailleurs, c'est vrai que la TVA est, elle, en ligne directe avec la consommation, mais comme il y a un peu plus d'effet prix, parce qu'il y a un peu plus d'inflation, ça joue quand même, bien évidemment. Donc, bon an, mal an, c'est plutôt mal an là, mais enfin, bon an, mal an, je ne suis pas sûr que le ralentissement conjoncturel impacte directement l'équilibre. En tout cas, ça ne met pas de pagaille dans l'équilibre budgétaire 2008, loin de là. S'il y a un ralentissement durable de la croissance, c'est une autre chose. Si vous avez une croissance très atone dans l'ensemble du monde et en France avec, pendant 1 an, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas, nul ne peut prédire tout cela. C'est évidemment plus compliqué de travailler sur les finances publiques dans ce cadre-là que dans le cadre de la croissance. Économies. La question sur les économies que vous cherchez à réaliser. Est-ce que vous pouvez apporter des éléments d'information? Oui, moi j'ai donné un chiffre sur les économies qu'on doit avoir en tête. C'est pas de réduire la dépense en elle-même, c'est de réduire la progression de la dépense. Aujourd'hui, grosso modo, c'est 1000 milliards d'euros, enfin 950 milliards d'euros l'ensemble des dépenses publiques. Donc c'est beaucoup d'argent. Il y a les collectivités locales, il y a tout le social, et puis il y a l'État. Il faut diviser par 2 le rythme d'évolution de cette dépense. Aujourd'hui, ça progresse d'environ 2 depuis une dizaine d'années. C'est à peu près ça chaque année. Si on passe à 1% ou 1,1%, on arrive à l'équilibre des finances publiques à peu près en l'espace donné, c'est-à-dire à l'espace de 2012. Eh bien, il faut prendre des mesures structurelles. Il faut prendre des mesures fondamentales. Alors, voilà. Et ça, je vais pas les annoncer maintenant parce que c'est justement, oui, mais voilà. C'est justement le but de la révision générale des politiques publiques. Depuis dimanche soir, tous les ministres parlent des réformes structurelles. Donc, on aimerait effectivement les connaître. Par exemple, la question sur les prestations sociales. Ils ont bien raison. Est-ce qu'il faut effectivement regarder ce dossier des prestations sociales? Est-ce qu'on peut s'interroger, par exemple, sur les allocations familiales? Est-ce qu'il faut les mettre sous condition de ressources? Non, le président de la République a répondu, écarté cette idée des prestations familiales sous condition de ressources. Donc c'est pas un sujet que nous regardons. On regarde tout, sauf ça. Donc on regarde. Ça fait le champ est immense alors. Il est immense. Non, je vais juste dire parce que vous le savez, parce que vous êtes très très expert, mais nos auditeurs le savent en général pas. On mène et on n'a pas fait de publicité. C'est tant mieux une révision des politiques publiques. C'est qu'on regarde toutes les politiques publiques une à une. Nous avons des groupes de travail avec l'Élysée, avec Matignon. Ah non, sans tabou. Vous nous donnez des exemples. Sans tabou. C'est quoi réfléchir sans tabou?
Sans tabou, ça veut dire qu'on a beaucoup de scénarios possibles, dépenses par dépenses, organisation administrative par organisation. Pour les dépenses sociales, mais ça, je vais certainement pas le dire. Je vais certainement pas le dire parce que chaque fois qu'on dit quelque chose sur ce sujet-là, ça crée une polémique. Donc, ce qui est très important, c'est de pouvoir. Il faut bien être confronté à la réalité. Alors, il faut bien aborder les sujets. Exemple. Prenons les effectifs à moitié. On est en train d'y travailler. Prenons les effectifs de la fonction publique, par exemple. 1 sur 2. 1 sur 2, c'est la norme. Non-remplacement de fonctionnaires partant en retraite. On me dit que dans votre petit comité qui centralise ces débats à l'Élysée, vous avez été au-delà de 1 sur 2. Non, c'est 1 sur 2. Non, c'est 1 sur 2. C'est 1 sur 2. Le président de la République l'avait dit d'ailleurs dans sa campagne. C'est vraiment pas une surprise. Nous n'avons pas fait 1 sur 2 en 2008 pour des raisons d'organisation. On a jugé que nous n'étions pas prêts pour le faire et que l'organisation des services n'était pas prête pour l'absorber. Évidemment, moi je vais en tant que ministre du budget reproposer au moment du budget un fonctionnaire sur 2 partant en retraite dans le budget 2009. Donc ce sera évidemment fait. Mais ça veut dire que dans un certain nombre d'administrations, 1 sur 2, c'est sur la masse globale des fonctionnaires. Vous pouvez être plus dans un certain nombre d'administrations. Dans l'administration dont je suis responsable, à Bercy, c'est plutôt 60% de non-remplacement, de 58% pour être exact, de non-remplacement de fonctionnaires partant en retraite. Dans d'autres lieux je sais pas moi, considérés comme prioritaires, je vous prends l'exemple de la justice. Vous ouvrez des prisons, des hôpitaux-prisons, des hôpitaux de prison, des prisons. Il y a toute une série. Il faut bien mettre des gens à l'intérieur. Donc vous pouvez pas diminuer et à la fois mettre des gens. Donc il y a des priorités qui doivent être tenues. L'université est une priorité, mais au-delà de ces priorités, évidemment, l'ensemble de tout cela conduit au non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant en retraite. Mais c'est une bonne nouvelle pour les fonctionnaires. J'ai pas le temps de le développer, mais c'est aussi une bonne nouvelle pour les fonctionnaires. Bon, évidemment, les syndicats sont pas d'accord, Monsieur le Ministre. Est-ce que, par exemple, votre projet de loi mobilité peut être pour vous un instrument de suppression de certains emplois? Ce projet, aujourd'hui, est rejeté par 6 syndicats sur 8. Il a été accepté par le Conseil supérieur de la fonction publique hier. Il y a 2 syndicats qui se sont abstenus. C'est un très bon projet. Je veux dire, je l'assume parfaitement. Je comprends très bien la réaction des organisations syndicales qui ont un peu peur ou qui sont inquiètes de cela. Nous avons besoin d'outils. Il n'y a pas d'idéologie là-dedans. J'aime autant vous le dire. C'est des outils de gestion des effectifs, de gestion des personnes individuellement, plus souples qu'aujourd'hui. Dans la fonction publique, vous faites un métier, vous voulez en faire un autre, on vous dit que c'est pas possible dans la plupart des cas. Il y a 5% de gens qui font de la mobilité, c'est-à-dire qui changent à un moment donné. Il faut bien essayer de faciliter cela. Il faut faire en sorte que ça peut aider aussi à supprimer des emplois. Mais arrêtons de voir toujours les choses comme ça. C'est un outil. C'est un outil dans lequel vous allez améliorer le parcours professionnel d'un fonctionnaire. Il y a beaucoup de mesures dans ce projet-là. Je vous prends un exemple. Quand vous êtes détaché d'une administration dans une autre, quand vous voulez être détaché, je sais pas, à la direction de l'équipement d'un département, alors que vous êtes plutôt au Trésor public. Le Trésor public, il faut dire non, madame, vous ne le serez pas parce que je ne le veux pas. Eh ben, une fois que la loi sera votée, si l'administration qui vous accueille a besoin de vous, qu'elle est d'accord pour vous embaucher, eh bien l'administration qui vous accueille jusqu'à présent ne pourra pas vous empêcher de partir. C'est quand même normal. À la demande des fonctionnaires. C'est quand même normal. Oui, je pense que je pense profondément que ça répond à la demande des fonctionnaires. Et quand une administration se restructure, comme c'est normal, heureusement que les administrations se restructurent, ça veut dire aussi à ce moment-là que les fonctionnaires qui sont dans ce cas-là puissent être formés pour avoir d'autres métiers, évoluer, bouger dans le cadre de la fonction publique. Tout ça, c'est normal, ce sont des bonnes nouvelles. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Sur les suppressions d'emplois, ça veut dire 1 sur 2 en 2009, 1 sur 2 en 2010, 1 sur 2 en 2011, puisqu'on va avoir un budget pluriannuel, le premier. Oui. Le premier. Le tout premier, ça va être compliqué à faire. Non, ça veut dire combien au final sur ces 3 années? Est-ce qu'on a une idée? C'est 100 000? C'est 120 000? Vous faites les calculs, il y a à peu près, ça dépend. Vous connaissez mieux que nous les résultats déjà. Les calculs sont assez compliqués. C'est vrai? Non, ça dépend si vous êtes en ETP, en ETPT, etc. Non, mais je le fais exprès. Je le fais exprès pour un brevet qui comprend ça parfaitement bien. C'est vrai que c'est compliqué un chiffre. Mais écoutez, il y a à peu près, 75 à 80 000 fonctionnaires, 75 000 fonctionnaires qui partent en retraite chaque année. C'est ça le chiffre. Ça peut être une année 70 000, l'autre année 80 000. Ça dépend des gens qui ont été embauchés. Et ça sont des chiffres. C'est les chiffres de fonctionnaires partant en retraite. Après 100 000, il y a 120 000. Ça fait plus. Vous divisez par 2 par année, vous avez à peu près le chiffre de non-remplacement. Mais ça veut dire aussi que l'administration française, elle va beaucoup embaucher
Beaucoup embaucher, parce que ces masses de personnes, c'est une grande masse qui partent en retraite. Ça veut dire que non-remplacement, ça veut dire aussi remplacement. On a beaucoup embauché. Il faut aussi qu'on soit attractif, que les concours soient plus ouverts. Enfin, il y a un travail considérable aussi à faire là-dessus. Et sur la fonction publique, on est en train de le faire. Est-ce que vous pensez que ces suppressions d'emplois sont, enfin, vous pourrez les faire, sachant qu'à l'Éducation nationale, ça commence déjà à remuer beaucoup au sujet de la rentrée 2008, où vous prévoyez en fait 11 000 suppressions d'emplois. Enfin, et on sait que de toute façon, les suppressions d'emplois ne pourront pas, vous ne pourrez pas arriver au 1 sur 2 si vous ne faites pas le 1 sur 2 à l'Éducation nationale. Oui, c'est vrai. Donc comment vous allez régler ça? Vous avez bien raison. Oui. Ah oui, le pays doit bien être réformé, non? Bien sûr. Si on ne réforme pas, si on ne réforme pas le pays, si on n'affronte pas avec courage les sujets, si on y croit, il faut y mettre de la conviction, il faut expliquer. Tout ça, d'ailleurs, conduit à un service public souvent rénové. Mais non, il ne faut pas présenter les choses d'une vision comptable, brutale. Ça, évidemment, dans ce cas-là, vous braquez avec tout le monde. Et en général, ça se termine mal. Mais si vous expliquez les choses, si vous pouvez expliquer assez profondément comment le service public va évoluer, comment l'éducation nationale aussi doit évoluer. Madame Roman, vous le savez bien, elle doit évidemment aussi évoluer. On peut pas se satisfaire des résultats de nos enfants quand on prend les classements internationaux. En général, on y croit. Tout le monde est responsable. C'est pas les profs qui sont responsables. Dans la méthode que vous avez, faut aménager, améliorer. Mais ça, c'est à Xavier Darcos. Écoutez, moi, je suis pas ministre de l'Éducation, je suis pas non plus Premier ministre, donc c'est à Xavier Darcos d'y répondre. Et je ne me lancerai pas dans un développement sur la politique de l'éducation nationale. Moi, je suis ministre du budget. Je vous dis que toutes les administrations doivent se rénover, tous les services publics doivent se rénover. On doit avoir la culture de la qualité du service public, mais aussi du combien ça coûte le service public. C'est vous qui allez faire pression. Vous allez faire pression sur tous vos collègues du gouvernement. Les ministres, vous n'arrêtez pas? Je n'arrête pas de faire pression. Et on dit, je suis là pour ça d'ailleurs. C'est la revanche des comptables au gouvernement. Vous assumez trouvez ça aimable? Non, justement, j'allais vous demander de réagir. Est-ce que c'est une profession non, très honorable et très utile. Mais je suis pas comptable, d'autant plus que d'avoir une tête de comptable. Donc vous faites pression en permanence. Mais vous savez, c'est un faux argument tout cela. Nous avons des déficits publics. Voilà. Nous avons une dette extrêmement importante. Il faut quand même regarder les choses en face. Enfin, on peut aussi oublier, dire je veux pas voir, c'est pas vrai. On peut continuer comme ça pendant longtemps. Vous pouvez accepter que la grippe que vous aurez, peut-être pas, j'espère, mais enfin la grippe que vous aurez demain, vous allez chez votre médecin, vous allez vous faire rembourser normalement la consultation et puis les médicaments qu'il va vous prescrire, mais c'est vos gamins qui vont la payer parce que ça va venir justement dans ce qu'on appelle pudiquement le trou de la sécurité sociale. Ça va venir donc dans la dette de la sécurité sociale payée sur 20 ans. Oui, c'est pas acceptable. Il faut bien. Vous faites de la pédagogie, mais la gauche ne cesse de dire, la gauche n'a aucune réponse. Elle dit le pays va gronder si vous continuez sur cette voie-là. Alors qu'est-ce que vous dites ? Mais la gauche n'a aucune réponse. Moi, je dis qu'on doit sauvegarder nos systèmes de protection sociale. On y tient. Pour les sauvegarder, ils peuvent pas produire année après année, plan après plan, réforme après réforme, ils ne peuvent pas structurellement être en déficit public. La France doit affronter ces réalités. Et quand elle acceptera d'affronter ces réalités, nous avons été élus pour cela, accepter ces réalités, ça veut dire à un moment donné prendre des décisions de réforme qui confortent ces systèmes. On doit bien conforter notre système de retraite, on doit bien conforter notre système d'assurance maladie. C'est bien cela dont il s'agit. Alors on vous écoute. Depuis dimanche, là, effectivement, vous êtes gonflé à bloc. Permettez-moi, Monsieur le Ministre, est-ce que depuis 9 mois, on a pris du retard en matière de rigueur budgétaire en France? Non, on n'a pas pris de retard. Non, enfin 9 mois, vous vous rendez compte, ça fait 30 ans qu'on est en déficit, donc je suis désolé, mais désolé de ne pas avoir été public. 2010 qui était fixé. Nous serons au rendez-vous de 2012. Nous serons au rendez-vous de 2012 parce que on a besoin de réformer. Que la réforme, ça coûte toujours un tout petit peu d'argent. Est-ce que l'Union européenne et la présidence française sont de bons aiguillons pour vous? Comment? Est-ce que la présidence française, au second semestre, est un bon aiguillon pour vous? Mais l'Europe est évidemment un aiguillon parce que d'autres pays ont procédé à des réformes souvent extrêmement difficiles. On nous dit, mais vous devriez faire comme un tel ou un tel. Moi, je mets au défi celui qui nous dit de faire comme l'Allemagne. Il faut le relever un tout petit peu, ce défi quand même. Il faut savoir ce qu'il y a derrière. Donc, en général, il y a plus grand monde après. Sur les concepts, il y a plein de monde. Les socialistes nous donnent beaucoup de leçons. Les concepts, il y a plein de monde. Après, il y a plus personne. C'est-à-dire qu'on est dans la compassion la plus totale. Mais après, quand on essaie d'être responsable, de se dire que
que la meilleure façon de gagner du pouvoir d'achat, c'est quand même de remettre le pays en état, et si possible de retrouver des marges de manœuvre, c'est des réformes difficiles. Oui, vous avez raison. Le rendez-vous européen pose un autre problème, peut-être, parce qu'il y a quand même une équivoque dans la posture Sarkozy. À l'Élysée, il y a dans ses conseillers des libéraux, François Pérol, il y a des hétérodoxes, et dans la politique de Sarkozy, il y a l'aspect composite. On ne sait jamais quel côté il va tomber. Est-ce que je peux compléter cette question par celle d'un internaute sur nouvelobs.com sur la lisibilité de la politique économique? Il nous dit, entre Henri Guénaud qui affirme que la croissance fera baisser les déficits et ceux qui, dans la majorité et au gouvernement, disent que la baisse des déficits va favoriser la croissance, qui croire? Probablement les deux. Je veux dire, attendez, je suis pas prix Nobel. Je suis pas prix Nobel d'économie. J'écris pas un traité. D'ailleurs, j'en écrirai jamais de ma vie. Donc, la question, elle est pas là. C'est que, évidemment, la croissance fait diminuer les déficits. Si vous prenez 3% de croissance, vous êtes à 2010 à l'équilibre des finances publiques avec les petites équations que je vous ai données. Donc, ça nécessite beaucoup de travail, mais la croissance soutient évidemment les recettes qui elles-mêmes permettent de diminuer les déficits. Mais d'un autre côté, donc il faut bien. TEPA, il est dans une logique de croissance. TEPA, il est dans une logique contracyclique, si je puis dire ainsi, parce qu'il y avait un cycle de diminution et de ralentissement. TEPA, c'est le bon truc au bon moment. Et tous ceux qui disent le contraire se trompent parce qu'ils n'ont jamais rien proposé d'autre. J'ai vu arriver, en fait, mais parfois, je pense qu'on a eu pas mal de chance. En réalité, on a bien fait de le faire. Enfin, tous ceux qui pensent le contraire ont bien tort. On a bien fait de le faire. Et on a eu raison de le faire. Et c'est du pouvoir d'achat qu'on a redistribué au bon moment en contrepartie du travail. Et en même temps, la maîtrise de la dépense publique, l'équilibre des finances publiques nous donne de la marge de manœuvre. On est un pays qui a de moins en moins de marge de manœuvre. Plus vous êtes endetté, mais c'est comme un ménage finalement. Plus vous êtes endetté, moins vous avez de marge de manœuvre. Donc nous devons, l'endettement c'est quoi? C'est l'accumulation des déficits. Donc nous devons réduire le déficit, les déficits publics. J'en fais pas un dogme, c'est pas un dogme, c'est pas du tout un dogme, c'est pas du tout idéologique. Donc les deux sont possibles. Pourquoi est-ce que vous refusez de parler de plan de rigueur? Pourquoi? Mais parce que c'est idéologiquement. Parce qu'un ménage qui est endetté, il va arrêter d'aller au cinéma, ou il ira moins, il va se serrer la ceinture. Dans le fond, est-ce que c'est parce que les Français, alors peut-être qu'ils aimeraient pas entendre ça. Moi, je pense qu'ils ont envie d'aller au cinéma, heureusement, j'espère. Oui, mais en attendant, vous êtes en train de nous expliquer que l'État doit, les maîtriser la collectivités publiques. Il n'y a pas que l'État. Mais vous pouvez maîtriser la dépense en tomber dans l'idée d'un plan de rigueur. L'idée de plan de rigueur, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, plan de rigueur, c'est un truc installé dans la société française depuis quelques années, d'ailleurs en réalité aussi par les socialistes, et qui crée, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est attaché à une politique dans laquelle on va faire souffrir, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bonheur à attendre, qu'il n'y a rien à attendre de la suite, vous allez avoir de la sueur, du sang, mais certainement aucun résultat. Et ça c'est vu. Et en même temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire augmentation des impôts. C'est ça que ça veut dire, d'une façon très simple. Nous n'augmenterons pas les impôts, nous allons maîtriser la dépense publique et nous voulons lancer la croissance. Je pense que c'est tout cela. Mais tout ce que je vous dis, moi je le dis depuis déjà quelques mois, j'essaie de le faire en plus. Donc tout ce que je dis, j'essaie de le faire et c'est inscrit dans les propositions du président. Donc c'est pas un énième plan, c'est pas un changement de cap, on poursuit le cap de la maîtrise des dépenses publiques et en même temps, on s'empêche pas d'investir sur le plan public. TEPA c'est de l'investissement, l'université c'est de l'investissement. Alors des questions précises sur la fiscalité peut-être, sur l'ISF, la redevance pour la télévision, la suppression de la publicité sur les chaînes publiques, par exemple, sur ce dernier point. Est-ce que ça vous pose un problème, la suppression de la publicité sur les chaînes publiques? Est-ce que vous pensez que tout cela sera vraiment entièrement compensé et comment? D'abord, c'est une idée qui était. Non, mais maintenant, c'est la question du financement de l'idée. C'est une bonne idée. Non, mais il faut quand même le dire, c'est une bonne idée parce qu'on on y rentre plus que par le financement. Mais c'est moi qui commence c'est quand même incroyable. Donc on y rentre. Enfin, faut pas y rentrer par l'argent. Il faut savoir si ou pas on veut une télévision moins contrainte par des données commerciales. C'est ça la réalité. Donc ça, évidemment, ça a un prix. Ça vous inquiète? Ça a un prix. Le prix? Non, à partir du moment où la télévision sera au niveau, et ce prix, il faut évidemment le financer. Et à partir du moment, oui, non, j'ai dit qu'on pouvait investir sur certains secteurs. Donc, à partir du moment où évidemment nous avons une recette de même niveau. Mais une chose est de flécher, si je puis dire, de diriger une recette sur un programme précis et ambitieux. Une autre est d'augmenter globalement les prélèvements obligatoires. C'est pas le même genre de politique, c'est pas le même genre d'approche. Autre question, Laurent. En parallèle à la révision générale des politiques publiques, il y a un autre exercice qui sera la revue générale des prélèvements obligatoires qui va commencer sur la responsabilité de Christine Lagarde dans les prochains jours.
à Bercy, certains pensent qu'il faudrait profiter de ce moment, soit pour à nouveau creuser de l'intérieur et vider l'impôt sur la fortune, soit même poser la question, la mettre sur la table, ne faut-il pas maintenant supprimer purement et simplement l'impôt? Bah, tout y passe. Là, on est sur les vaches sacrées de la politique française qui créent les débats habituels et les crises idéologiques qu'on connaît bien. Non, il n'y a pas la volonté de supprimer l'impôt sur la solidarité sur la fortune. L'ISF est un impôt établi en France. Nous avons créé le bouclier fiscal. Le bouclier fiscal, c'est déontologique et moral. Pas plus d'un jour sur deux passer à payer pour l'État. Et c'est voilà, c'est une réponse en partie d'ailleurs, parce que grande partie des personnes d'ailleurs qui sont aujourd'hui touchées, si je puis dire, enfin qui peuvent obtenir le bouclier fiscal, sont en général des personnes qui gagnent moins de 800 €. Un mot sur la fraude peut-être, justement. Sur l'ISF, toujours, c'est un argument qui est développé par Philippe Marini, qui est un sénateur UMP. De l'Oise. Voilà. L'ISF la France sera peut-être le dernier pays à avoir l'impôt de solidarité sur la fortune, parce que les deux candidats à la législative en Espagne s'étaient déclarés favorables à la suppression de l'équivalent de cet impôt en Espagne. Ouais. C'est voilà, donc il dit c'est une survivance du passé qui n'a plus lieu d'être en France. C'est comme ça. L'ISF est un impôt qui est chargé là aussi de débats, d'histoire, d'opposition, les riches contre les pauvres, etc. Tout ce qu'on sait magnifiquement faire en France, donc je pense que c'est tout à fait inutile de vouloir y toucher. La résidence principale, qui est un des sujets sur l'ISF, a été augmentée, enfin le taux d'augmentation de la résidence principale a été placé. Il y a le bouclier fiscal qui permet d'éviter à un moment donné de payer plus de la moitié quand même, de ses revenus en termes d'impôts. Je pense que c'est des réponses précises et pragmatiques. Voilà. Alors moi, vous êtes favorable à de nouveaux amendements? Non, je suis favorable à rien du tout. C'est pas du tout sur la table. Des situations actives, inactives. C'est pas du tout sur la table aujourd'hui. Résumer la revue générale des prélèvements obligatoires à la problématique de l'ISF, c'est vraiment pas à la hauteur du sujet. Un sujet d'actualité quand même ces dernières semaines, c'était la fraude fiscale, notamment la fraude au Liechtenstein. Est-ce que l'ISF contribue à la fraude, à l'évasion fiscale de gros contribuables français? Trop de taxes incitent les gens à aller ailleurs quand il y en a moins. Donc ça, c'est vrai depuis sûrement 2000 ans. Donc il y a évidemment une évasion fiscale de notre pays, abusive et frauduleuse. Alors j'espère qu'elle n'est pas trop importante. Toujours difficile de la mesurer, parce que par principe, elle n'est pas tellement déclarée. Il y a de l'argent qui part. Il y a moins d'argent. Non, je ne donnerai pas de chiffres. Il y a moins d'argent qui part qu'auparavant, parce que je pense qu'on est plus rassurés d'une certaine façon par probablement les réformes que nous faisons. Donc c'est terrible de voir des fortunes, des gens qui partent à l'étranger. Bon, alors souvent d'une manière tout à fait légale. On peut partir d'une manière très légale, je tiens simplement à le dire. Puis il y a des gens qui partent d'une manière illégale, c'est-à-dire qu'ils prennent de l'argent, qu'ils détournent des impôts français, qui vont dans des systèmes prédateurs, fiscaux prédateurs. Et ça, c'est des pays à fiscalité de fraude, enfin de prédatrice. On oui, dire est-ce que vous espérez recouvrer une partie des sommes justement qui ont échappé au budget de l'État au Liechtenstein avec les 200 noms? Oui. Oui, bien sûr. On va vous avez déjà regardé? J'en sais rien. J'ai fait le total. Cette liste représente, je crois, si mes souvenirs sont bons, à peu près 1 milliard d'euros. Il y a longtemps que j'ai pas regardé le chiffre, donc ça doit être ce chiffre-là, je crois. Et cette liste, c'est de ces 200 noms. Il y a des personnes, qu'il faut tout simplement expertiser tout cela. L'Allemagne, on me dit mais l'Allemagne va plus vite. C'est pas vrai. L'Allemagne a les infos depuis bien plus longtemps que nous. Nous sommes au même niveau d'expertise que les pays qui ont reçu la liste en même temps que nous. C'est vrai pour l'Espagne, etc. Donc le travail est en cours, le travail est sérieux et le travail sera fait jusqu'au bout. Et sur 1 milliard, on peut récupérer combien? J'en sais rien. Il faudra qu'on caractérise la fraude. C'est aussi la justice qui va s'en occuper. Attendez, on va transférer, nous, ce qu'on veut, nous, au fisc, si vous me permettez, on va transférer à la justice des éléments précis, et c'est ça qu'il faut, parce que sinon votre dossier n'est pas retenu, des éléments précis caractérisant la fraude, c'est-à-dire l'intention évidemment de frauder. Mais vous ne remontez pas des informations comme ça. Les autorités du Liechtenstein, les banques du Liechtenstein, il y a le secret bancaire, c'est un paradis fiscal le Liechtenstein. Il faut combattre les paradis fiscaux, je le dis, et nous allons le faire avec l'OCDE. J'ai eu mon collègue allemand il y a peu de temps au téléphone. On va coprésider, j'ai proposé de coprésider une réunion au niveau de l'OCDE sur les pays à fiscalité, comme on dit, dommageables, c'est-à-dire les paradis fiscaux. Ce sont des sujets compliqués, et c'est des sujets sur lesquels on doit aussi se donner des mesures de rétorsion. Il n'y aura aucune indulgence de la part des autorités françaises, et on ira évidemment jusqu'au bout. C'est une question de justice.
Laurent. La crise financière maintenant s'est transformée un peu en crise monétaire avec une chute du dollar par rapport à toutes les monnaies. Est-ce que vous n'avez pas envie de tenir un langage beaucoup plus ferme à l'encontre de Jean-Claude Trichet pour deux raisons? D'une part à cause du comportement spécifique de la Banque Centrale Européenne, et deuxièmement parce qu'il n'y a pas d'action concertée des banques centrales. Strauss-Kahn a été interrogé récemment, il trouve que ce n'est pas nécessaire. Est-ce que vous aimeriez une action coordonnée des banques centrales? Mon opinion, c'est que évidemment le dollar est beaucoup trop élevé, que d'autres monnaies sont trop faibles. C'est vrai pour le dollar, mais c'est vrai aussi pour la monnaie chinoise. Bon, tout cela crée des conditions. L'euro est trop élevé, donc tout ça, oui, certaines sont trop bas, d'autres est trop élevé. Il y a des conditions économiques ça traduit des conditions économiques qui deviennent très difficiles à supporter. Alors, ça réduit nos factures, etc. à l'importation, notamment les grosses factures énergétiques, mais je crois que le bilan globalement est quand même plutôt négatif pour l'économie française. Il faut quand même qu'il y ait une concertation à un moment donné. Plus on concerte la politique économique sur le plan européen, certainement, plus les uns et les autres se parlent, plus les énormes masses financières qui sont aujourd'hui dans le monde et qui recherchent des points d'accroche, et des points d'accroche d'ailleurs de plus en plus fugaces d'une certaine façon. Il y a de moins en moins de capital. Capital au sens fonds propres. Il y a de plus en plus de spéculation. Il faut évidemment tenter de réguler cela, mais il faut aussi que le marché joue son rôle. Moi, je pense quand même que la Banque Centrale Européenne fait son métier. On va pas montrer du doigt les autorités comme ça. Elle fait son métier, mais en même temps, non, je regarde. Ça ne sert à rien. Mon but n'est pas de stigmatiser, mais quand même, l'analyse sur l'inflation est une analyse certainement un peu rigide, parce que l'inflation aujourd'hui est forte, certes, mais c'est pas une inflation par les salaires, c'est pas une inflation par les salaires, c'est une inflation par les matières premières. C'est une inflation par les matières premières. Cette politique par les matières premières n'est pas uniquement protégée par un taux d'intérêt élevé. Vous voyez, donc pour l'instant, il n'y a pas une pression forte. On n'est pas en train de créer de la monnaie. Allez, deux petites questions courtes pour terminer. Il nous reste 1 minute. Est-ce que vous êtes d'accord avec Martin Hirsch pour que l'UEMM verse sa caisse noire au fonds pour le revenu de solidarité active? C'est une bonne idée, 640 millions d'euros. Il faudrait 3 milliards pour financer le RSA. Vous êtes pour? Ça deviendra une caisse blanche à ce moment-là. Ouais. Moi, je trouve l'idée de Martin plutôt amusante et intéressante. En tout cas, c'est vrai que ça créerait tout d'un coup une autre ambiance autour de cette affaire. Alors, autre question, la SNCF va verser un dividende à l'État, pour la première fois, je crois, depuis très longtemps, 130 millions d'euros, mais les syndicats grognent, ils disent que cet argent devrait rester dans la compagnie nationale. C'est très bien. Vous en avez besoin, vous? Ah oui, bien sûr. On a besoin de recettes. Je ne vais pas vous dire que j'ai pas besoin de recettes. La SNCF, non. Mais écoutez, chacun doit jouer son rôle. L'État est actionnaire de la SNCF pendant des années. Enfin, il n'y avait pas eu de dividende depuis je sais pas combien de temps, mais enfin, ça doit bien faire une bonne centaine d'années. Donc, c'est très important qu'à un moment donné, il y ait un retour vers le contribuable. Le retour vers l'État, c'est un retour vers le contribuable. Le contribuable a beaucoup contribué à la SNCF, donc c'est normal qu'il y ait un retour. Et les syndicats devraient avoir tort parce que ce sont aussi des contribuables. Bon voilà, on termine sur une bonne nouvelle pour les caisses de l'État. Mais c'est une bonne nouvelle, oui, c'est vrai qu'il y a un dividende de la SNCF, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour l'État, mais c'est aussi une bonne nouvelle pour l'entreprise SNCF. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle est capable de dégager des profits et qu'elle a beaucoup réduit son endettement. Bon, c'est 130 millions et vous en faut beaucoup plus, on l'a compris au cours de cette émission. Éric Woerth, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui à Face à nous. Merci à tous, bonsoir.